Chers fidèles, je suis ravie de vous retrouver pour cette 16e causerie littéraire qui aura ce soir pour thème la valorisation de la littérature sur Instagram. Sujet qui sort un peu de l'ordinaire de mes causeries puisqu'il s'agit ce soir de penser la littérature sous une autre forme que la seule publication papier. Je vous propose donc un échange avec l'Instagrammeur Yul Bartol. J'ai mis le lien vers son compte Instagram en publication épinglée. Salut Baja, salut Gavard, vous êtes déjà là, c'est formidable. De son vrai nom, Julien Aubert, pour échanger sur ce sujet. Alors Julien Aubert, je vous ai trouvé par hasard sur Instagram et comme le veut le proverbe, le hasard fait bien les choses. Je vais donc procéder d'une manière un peu différente par rapport à mes causeries précédentes dans la mesure où je vais vous laisser vous présenter. Et bonsoir Julien Aubert. Et bonsoir. Alors On je vous commence écoute. déjà Qui par êtes-vous Qui êtes-vous Julien Aubert? qui suis-je? Je crois que c'est une question que je vais me poser toute ma vie. Je pense que la littérature, justement, sert à ça. Sert à essayer de trouver des réponses, surtout au sujet de son identité, enfin souvent en tout cas. Donc, qui je suis? Je suis, on va dire, je vais me définir déjà par ma situation personnelle. Voilà, moi je suis un papa de 2 enfants, dont un qui est pas du tout lecteur, qui est geek. Donc il est plutôt du côté obscur, on va dire, de la culture, mais ça tombe très bien parce que moi aussi je suis un peu geek. Et donc j'ai une petite fille de 8 ans aussi qui, elle, par contre, aime la littérature. Donc voilà. Donc je suis un papa de 2 enfants. Et je suis un amateur de littérature depuis, vous voyez, quasiment, enfin en tout cas depuis assez jeune. Donc voilà, aujourd'hui j'occupe le poste de représentant en librairie. Et si je devais me définir, en fait je dirais un mot qui est un peu galvaudé mais qui est assez puissant pour moi, c'est le terme d'autodidacte, puisque j'ai un parcours qui est effectivement très particulier, voilà, avec beaucoup de bifurcations, mais qui m'ont tous mené vers, enfin en tout cas ce parcours m'a mené vers ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire l'amour du livre, le travail au contact des libraires, au contact des livres. Voilà. Alors comme à l'ordinaire, comme à l'accoutumée, salut Cro, salut Gavark, salut Baja, merci d'être là. Merci Mamat aussi de modérer ce soir cette conversation. Comme à l'accoutumée, moi ma grande passion c'est les plombs en 3 parties, 3 sous-parties. Et j'ai comme à l'accoutumée prévu 3 idées directrices pour notre discussion. La première, en fait, c'est la jeunesse de Julien Aubert. La deuxième, c'est la jeunesse de Yul Bartol, dont on parlera tout à l'heure. Et puis ensuite, c'est cette jonction entre les deux, c'est-à-dire la littérature devenue profession, en quelque sorte. Donc, concernant la genèse littéraire, j'ai envie de dire de Julien Aubert, donc vous êtes bibliophile, lecteur, auteur, vous avez été libraire, vous êtes aujourd'hui représentant d'un groupe d'éditeurs, vous êtes, pour résumer, un être miroitant dont la vie personnelle et professionnelle tourne toujours et encore autour du livre. J'aimerais donc, et une fois encore comme d'habitude, revenir aux sources de ce tropisme en vous posant peut-être la question la plus difficile de la soirée. Qu'est-ce qui vient en premier, l'amour pour la littérature ou l'amour des livres ? C'est une excellente question. Oui, je sais, je vous avais dit tout à l'heure que c'était la plus difficile. En fait, perso, je suis plutôt un amoureux de la littérature. En fait, je suis un amoureux de la littérature, mais je suis un pratiquant du livre. Sous-entendu, en fait, le livre peut effectivement avoir beaucoup de significations, on peut le matérialiser de différentes manières. Moi, c'est vrai que je vois depuis déjà une bonne quinzaine d'années l'aspect commerce du livre. Bon, je connais très bien le marché du livre pour y être très confronté. Mais ce qui me définit, c'est l'amour de la littérature, l'amour des belles choses, des choses écrites. Et c'est ça qui m'a, entre guillemets, donné du sens dans ma vie. Qui m'a sauvé aussi à certains moments. Et en fait, avant d'avoir été libraire, en tout cas pro du livre, j'ai eu une vie pro avant qui était une vie à l'usine, qui était une vie très compliquée. Et même avant, j'avais une vie familiale qui était aussi compliquée, mais le livre m'a jamais quitté. Et au contraire, en fait, ça a été souvent un exutoire, parfois même. Je vais me permettre juste une image très gaming, mais le livre pour moi, à partir du moment, la littérature, quand elle est arrivée dans ma vie, c'est un peu comme si j'avais joué au jeu 2D toute ma vie, puis d'un coup, pouf, la littérature est arrivée. Et en fait, d'un coup, la 3D. Et là, on se dit, en fait, c'est pas du tout la même chose. Il y a un champ des possibles qui est immense.
et en fait, ça donne du relief à notre existence. Donc je pense qu'effectivement, moi perso, ça a commencé avec en fait, quelques lectures, mais qui n'étaient pas des lectures jeunesse. Ça a commencé avec des professeurs, comme toujours, hein. On a toujours l'image du professeur qui nous donne les livres entre les mains. Alors bizarrement, moi, c'était un prof de maths, et un prof de maths taiseux, qui m'a en fait croisé dans un supermarché alors que j'allais acheter des livres de SF, et qui m'a pris le livre des mains. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de lire et tout. Et il m'a dit, c'est très bien, c'est très bien. C'était Stephen Wool, et qui m'avait dit, c'est très bien, continue comme ça. Et en fait, une petite phrase toute simple, mais qui m'a un petit peu quand même porté, parce que je me suis dit, tiens, en fait, grâce à ça, en fait, je suis bien vu par les profs, donc on va peut-être continuer. Voilà. Mais j'ai eu beaucoup de... Salut projet, bonsoir, bonsoir, bienvenue. J'ai eu beaucoup de causeries comme ça où en fait tout commence par le prof, hein, en fait. Enfin, c'est bête ce que je vais dire, hein, mais cette espèce de levier de motivation ou cette espèce de tremplin où on va venir encourager l'enfant ou l'adolescent dans sa lecture, ça vient donc, ça amène donc ma deuxième question. Est-ce que vous faites de la lecture et de l'écriture, hein, je mêle les deux sciemment, hein, d'accord, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, une passion d'enfance ou d'adolescence, et si oui, est-ce que vous vous souvenez du premier livre décisif? Alors c'est peut-être ce livre de SF du coup dans le supermarché, je ne sais pas, et du premier texte écrit. Alors, la lecture est arrivée beaucoup plus tôt, l'écriture beaucoup plus tard. L'écriture est arrivée vraiment, enfin, elle est survenue un peu d'une manière impromptue au moment, un moment charnière de ma vie. En tout cas, je vais parler d'abord de la lecture. Alors, le livre décisif, honnêtement, il y a les livres d'école, il y a les Boulet Bill, les classiques BD, voilà, qu'on a plus ou moins tous un peu feuilletés. Mais en fait, personnellement, si je devais vraiment en nommer un qui a catégorisé, enfin vraiment qui a été déterminant dans ma vie, ça a été Crime et Châtiment. Parce que c'est le moment où je me suis dit, ça y est, en fait, je me frotte à quelque chose qui non seulement peut être différents niveaux de lecture, mais en même temps, qui apporte une autre lumière sur ma vie. En fait. Et ça, c'est arrivé quand même relativement tard. Donc j'ai eu quand même le sentiment aujourd'hui, si je devais vraiment revenir sur mon parcours, sur ma trajectoire de lecteur, je pense que j'ai longtemps été un lecteur de divertissement. Donc j'ai lu un petit peu de tout pour me faire plaisir, sans forcément toujours accrocher à certaines choses. Et puis en fait, Crime et Châtiment, c'était un peu une lecture de sens où je me suis dit, mais en fait, oui, c'est ça. Ok. Et puis peut-être que quelque part, ça a peut-être suscité derrière la volonté d'écrire un tout petit peu plus tard. Où en fait, effectivement, j'ai pris un cahier, puis j'ai essayé d'écrire quelques trucs, histoire de voir un peu comment ça donnait. Totalement en autodidacte, sans forcément avoir quelqu'un pour me dire tu fais ci, tu fais ça. Mais au contraire, ça a été un peu une passion cachée. Voilà, c'était un peu le truc un petit peu que je ne voulais pas revendiquer, et je l'ai revendiqué relativement tard. Je crois que c'était vraiment sur justement, quand je parlais de la période déterminante, ça a été quand je travaillais à l'usine, parce que j'ai travaillé quand même 5-6 ans. Je me sentais pas trop à ma place, c'était un peu un accident de parcours, entre guillemets. Et je le faisais pour de bonnes raisons, voilà. Mais en même temps, je me suis frotté à une vie qui était très difficile, et j'avais besoin en fait d'avoir quelque part quelque chose de rassurant, de me dire en fait je fais ça qui est très dur physiquement, mais en même temps je nourris ma passion secrètement, voilà, dans mon coin. Et voilà. Puis un jour, c'est ce qui a fait que d'un coup j'ai changé de carrière. Il y a eu un moment, en fait, la passion était trop importante, et donc quand j'ai décidé de changer de vie, j'ai frappé à la porte de librairie, et je pense que la libraire, enfin en tout cas la responsable de librairie qui m'a recruté, elle a vu tout de suite le côté très enthousiaste, le côté un peu sauvez-moi s'il vous plaît. Je vous promets, je vous fais les cafés, je vous fais la photocopie, je vous fais tout, mais vous n'allez pas le regretter. Voilà. Et on m'a donné ma chance comme ça. Okay. Alors, Mabat dit, est-ce qu'il y a un genre particulier pour les premiers textes? Dans quel genre on se lance pour un premier texte? Un genre particulier? Ouais, ou est-ce qu'il y a une thématique? Est-ce que c'est forcément de l'autobiographie? Est-ce que c'est de l'autobiographème, comme dit Roland Barthes? Est-ce qu'on se lance dans un genre particulier quand on commence? Alors, pour avoir un peu effectivement côtoyé
un petit peu quand même des écrivains ou des apprentis écrivains, je remarque quand même qu'il y a un peu un point commun, c'est qu'on commence toujours par sortir de soi. Mm. Donc, quelque part, il y a une forme d'autobiographie, en tout cas une forme de volonté de sortir des choses de soi. C'est aussi pour ça que souvent les premiers textes sont souvent les plus proches de soi-même. Mm. Le filtre de la fiction, il arrive, je pense, plus tard. Putain. Mm. Après, tout dépend, il n'y a pas de généralité à faire, parce qu'il y a des gens qui sont tout à fait capables de sortir totalement de leur paradigme et puis de pondre quelque chose de totalement en dehors d'eux. Mm. Moi, je sais que perso, voilà, c'était des premiers textes. Ça a été, voilà, je me suis inspiré de mes histoires familiales. Je me suis inspiré de choses que j'observais. Parfois, c'était des textes extrêmement ridicules, mais qui étaient vraiment purement des exutoires. Voilà, que, en fait, je n'ai plus. Hein. J'ai pas assumé. Je les ai Oui, c'est ce que supprimés. j'allais dire. Est-ce qu'ils ont été lus? Est-ce qu'ils ont été conservés? Est-ce que quelque part, peut-être un cahier, un carnet traîne et qui... Non. 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 Ok. Mm. Pas sur cette période-là. Par contre, c'est vraiment dans ma mémoire. Mm. Moi, j'ai souvenir d'une chose qui était extrêmement poignante. C'est là que j'ai compris que j'avais un peu une faculté peut-être de faire quelque chose. Peut-être de convoquer des émotions chez les gens, s'ils les lisaient. C'est que moi, j'avais un frère qui était passionné par la boxe, mais qui détestait les livres. Mais alors, quand il me voyait avec un bouquin, il était extrêmement dur. Enfin... Et en fait, pour moi, je trouvais que la meilleure façon, finalement, de rentrer un petit peu dans son univers, c'était de lier les deux. Donc, j'avais écrit un texte sur la boxe. Voilà, où je mettais en scène, évidemment, je devais avoir 18-20 ans, un mec qui lui ressemblait vachement, et je me souviens que j'avais pris le courage de lui lire. Bon, ça a fini un peu avec des larmes, hein, forcément, lui, qui était un peu handicapé des sentiments, en fait, il m'a juste dit quelques mots un peu gênés, en me disant, mais en fait, ah ouais, tu sais faire ça, enfin voilà, et en fait, c'est là que j'ai compris, en fait, que j'avais cette faculté, quelque part, de transformer ce qui m'animait en peut-être quelque chose d'autre. Voilà. Ok. Alors moi j'aime beaucoup la notion de miroir de bibliothèque que j'ai beaucoup employée dans ma thèse. Aujourd'hui, si vous aviez à nous livrer quelques titres fondateurs, ceux qui définiraient le mieux ce que vous êtes aujourd'hui, alors voilà, desquels s'agirait-il? C'est intéressant parce qu'il y a quelqu'un, il n'y a pas bien longtemps, qui m'a demandé si tu étais un livre, tu serais lequel. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est une question vraiment... il faudrait 2 heures pour en parler, mais On a je vais le essayer temps. d'avoir On a le temps, non. Alors du coup, je vais cadrer ma question. Allez, on en prend quoi? Alors, moi, je vais pas, disons, caricaturer, si j'ose dire, en disant si tu étais un texte, tu serais lequel, ou si vous étiez, un texte, vous seriez lequel. Mais en tout cas, voilà, s'il y a des... c'est quoi? On pourrait faire une question comment? Si vous étiez sur une île déserte, c'est ça, et que vous garderiez, si vous garderiez 5 textes, ce seraient lesquels? Il y aurait de la poésie, il y aurait Paul Éluard, hein. Je crois qu'il y aurait du Éluard quand même, non? Pas forcément. Ouais, alors... Ah, dites-moi. Alors, il y aurait du Bobin, il y aurait du Éluard pour la partie poésie. Ouais. Bobin, en fait, que je me sens proche de lui depuis très longtemps. En fait, il avait cette faculté de saisir des choses qui peuvent sembler anodines pour le commun des mortels, et en fait, il en fait quelque chose de beau. Et je pense que la littérature, pour moi, c'est ça, c'est être capable de transformer quelque chose d'anodin en quelque chose de fondamental. Et c'est aussi pour ça que si je devais citer 2-3 livres fondateurs, je parlerais, alors bizarrement, peut-être d'un des premiers livres que j'ai lu, dans lequel je me suis senti vraiment à l'aise, c'était Werber, L'Empire des Anges. Bizarrement, parce qu'il y avait un côté très... Enfin, je me rappelle d'avoir pioché un peu au pif dans une librairie et de m'être dit, ouais, c'est cool, en fait. Et puis après, un fondateur aussi, c'est beaucoup plus tard, c'est Tekarou, de Steve Tezic, pardon, je le prononce mal. C'est un auteur qui est publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Ouais, formidable. Et en fait, oh là là, formidable. voilà. Alors, Tekarou, pour moi, c'est un peu l'antithèse de... Enfin, le personnage, en fait, c'est un personnage... pour résumer rapidement, Karou, c'est un mauvais père, un mauvais mari, un sale type, un alcoolique, qui en fait un jour se dit tiens, si j'essayais peut-être de sauver quelque chose. Et en fait, je me suis senti très attiré par ce personnage détestable, parce qu'en fait, dans la vie, je reprends une expression d'un représentant d'ailleurs, avec qui je travaillais quand j'étais libraire, qui m'a beaucoup inspiré, qui me disait: Julien, on a un point commun. En fait, on est des gens très gentils, toi et moi.
Et souvent, les gens très gentils sont fascinés par les gens méchants, horribles, les sales types. Et voilà. Et en fait, bah, Karou, c'est un sale type. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit, bah, en fait, la littérature, c'est aussi ça, c'est aussi être capable d'aller explorer des parts sombres de notre psychologie, Mhm. quand même de susciter quand même une forme de curiosité chez les gens. Donc Karou, pour moi, c'est... D'ailleurs, mes anciens collègues en librairie me disent, mais tu nous gonfles avec Karou, c'est incroyable. Donc il y aurait, alors, est-ce qu'on garde Crime et Châtiment ou pas? On prend du Paul Éluard. Alors moi j'essaye, hein, il en faut 5. Hein. Là il n'y en a Il pas en faut ça? 5. Hein. Je suis pas bonne en mathématiques, mais quand même, il en faut 5. Alors on a... Bah, bon, le problème, c'est que si je vais là-dedans, alors je me permets, je me tourne Oui, vers ma oui, 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 bibliothèque. mais il faut. C'est pour ça, c'est une question tout à fait intéressée. Il faut absolument. En plus, je vois plein de NRF Gallimard et c'est absolument affreux parce Ouais. que vous voyez derrière moi, il y a la même chose. J'ai mis moi Bah, en aussi fait, mes ouvrages de poésie derrière moi, donc ça vient ouais, du mais là, c'est sens parce quand que même. Hmm. je savais qu'il y avait un public, mais sinon, en Hmm. général, j'ai plutôt des harlequins, des choses comme Ah ça. ouais, oh, quand même, non. Alors, Alors, j'en ai peut-être, hein, parce que j'en ai Éluard, peut-être. alors on garde Ouais. Éluard, on garde Ouais, Dostoïevski, on garde chez Toussaint l'ouverture. ouais, on garde donc Carou, Mhm. forcément. Ouais, ça fait Je vais faire 3. un petit clin d'œil à Gilles Marchand. Boule Bill, on le garde pas? Mais non. Non. Ok. Non, parce que en fait, ça a été simplement un petit marchepied. Voilà, Mm. j'aime m'amuser à collectionner, mais non, mais oui, en fait, je parle de Gilles Marchand. Ok. Parce que Gilles Marchand, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai presque envie de vous faire un truc. Allez, on y va. Vous prenez un livre et vous faites et vous lisez. Gavin, Ah non, c'est... Ah bah si, vous lisez. je vais pas lire, mais par contre, Alors parce que je fais un Gavark salon. nous dit El Mamet, c'est quoi Harlequin? Gavark. Alors, Baja, Harlequin et Daniel Steele, bien sûr. ah oui, voilà, la littérature un peu sentimentale, mais alors Ouais. pareil, sur la littérature sentimentale, j'ai pas forcément d'avis négatif parce que je pars du principe que un livre, à partir du moment où il est entre les mains de quelqu'un, Mm. c'est une victoire. Mm. Donc voilà. Donc roman fondateur. Bon, j'ai pas réussi à le choper, mais en fait j'en ai pris un autre parce que j'aime beaucoup l'auteur en fait. Gilles Marchand. Ok. Gilles Marchand, c'est un pur auteur Mettez déjà. devant la caméra parce que moi je le connais pas, je l'ai pas lu. Alors, des Alors là, ça s'appelle miracles. Des miracles dans les poches. Ouais. C'est un recueil de nouvelles, Mm. mais ce que je conseille, c'est de commencer par Une bouche sans personne, Mm. Une bouche sans parce qu'une bouche, personne. Ok. ouais, une bouche sans personne. Déjà, j'ai un. En fait, pourquoi il est fondateur? Parce que dans ma carrière de libraire, ça a été un des livres, entre guillemets, que j'ai. Enfin, en tout cas, un des auteurs que j'ai eu plaisir à découvrir et faire découvrir. Mm. J'avais le sentiment d'être un défricheur. Mm. Et surtout, le mec, enfin, l'auteur, est en plus une très belle personne. J'ai eu la chance de le rencontrer. Et forcément, ça m'a donné encore plus envie de le défendre, parce que je suis quelqu'un qui fonctionne à l'humain. Mm. Et à partir du moment où l'humain me séduit, entre guillemets, en fait, je pars à la guerre pour lui. Donc voilà, j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice. Pour info, il avait écrit le colonel le soldat désaccordé, pardon, le soldat désaccordé, publié aux Forges des Vulcains, Mm. qui avait reçu alors un prix, alors, je crois que c'était le prix des libraires. Voilà, donc quand même un vrai prix qui quand même l'a aidé aussi. Et en fait, j'aime beaucoup les éditions aux Forges du Vulcain, qui est vraiment que d'ailleurs vous connaissez parce que je Oui. crois que vous aviez ouais. J'avais eu Alexandra, ouais, l'année Oui. dernière, j'avais eu Ouais. Alexandra Kozelic. Je sais pas Oui. comment on dit. Ouais, ouais, tout à fait, en causerie et c'était vraiment super. Et David Meulmans m'avait dit, mais il n'y a pas de souci, moi, si tu veux faire une causerie, enfin voilà, donc il n'est pas impossible que j'échange avec lui. Bon, Alors si c'est ça avec fait 4. David, Ça fait 4. Il en ouais. manque un? Ah, alors il en manque un. Donc on a dit Caro, on a dit donc Gilles Marchand, on a dit quoi? On a dit Bobin aussi. Alors, on a dit Christian Bobin. Alors, moi, j'ai une histoire assez particulière avec Christian Bobin. Je vous le dis, je vous le glisse, hein, parce que Christian Bobin, c'est quelqu'un qui habitait au Creusot, en Bourgogne. Et lorsque je faisais ma thèse, j'avais très, très envie de le rencontrer. Il aurait pu tout à fait rentrer dans mon corpus de thèse et je l'avais sollicité par message, par lettre, etc. Et j'ai une correspondance avec lui
où il m'explique très très gentiment, avec beaucoup de poésie, que non, en fait, ça l'intéresse pas du tout d'échanger Ah, avec une petite doctorante de 30 piges, voilà, parce qu'il préfère rester tranquille dans sa maison et dans son jardin. Et ça a vraiment été une très grande frustration pour moi parce que je l'ai jamais rencontré et que c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement difficile à approcher, hein. Autant Philippe Jacotet, je l'ai rencontré, autant Annie Ernaux, j'ai échangé avec elle. Donc une fois encore, c'était pour des considérations, on va dire, doctorales. Donc je pense qu'ils avaient aussi le plaisir d'échanger avec quelqu'un qui travaillait sur leur œuvre, etc. Mais Bobin n'a jamais accepté. Alors je ne veux pas dire que ça comme ça, c'est pas qu'il a jamais accepté, c'est qu'il était beaucoup trop discret, j'ai envie de dire, pour voilà, prendre, alors que j'étais tout prêt, hein. Enfin franchement, en une demi-heure de voiture c'était réglé. Et ça a été très compliqué enfin ça a été très compliqué, non, mais ça reste, quand j'ai appris sa mort, ça a été pour moi vraiment quelque chose de très compliqué mm. parce que vraiment c'est quelqu'un que j'aurais aimé, avec qui j'aurais aimé échanger, avec qui j'aurais aimé découvrir son univers. Et je comprends l'attirance pour Bobin dans la mesure où c'est une poésie encore pas comme les autres. Enfin, vous voyez, je parlais de Jacotet tout à l'heure. Je trouve que d'une certaine manière, voilà, ils peuvent se rapprocher. C'est des auteurs qui sont pas très faciles à lire. C'est des auteurs qui ont, voilà, je pense à Bobin, quand même une dimension assez, alors je vais pas dire religieuse, mais en tout cas Ouais, c'est bien. sacrée. Voilà, il y a quelque chose de très lumineux en fait dans leurs textes. Et moi, Mm. j'avais envie de rencontrer cette lumière en fait, hein, qui était Christian Bobin, et j'ai jamais eu l'occasion. Alors le chat sexy t'en disait, moi je connais Charles-Quint et non pas Harlequin, très bien. Pépé Vmax que je ne connais pas. Premier message sur le chat qui nous dit: le soldat désaccordé est une pépite que je ne peux que conseiller. Eh bien, on va le lire sans aucun souci. Alors, Gavark nous dit: salut, salut Léo, bienvenue, bonsoir. Gavark nous dit: quel est le premier roman que vous avez lu et qui vous a complètement happé, qui vous a mis une claque? Alors, ça va un petit peu avec ma question suivante, mais est-ce qu'il y a en effet une claque littéraire? Est-ce qu'il y a un avant et un après? Oui. Alors, vous parliez de, de Dostoïevski tout à l'heure. Est-ce qu'il y a, au-delà de Dostoïevski, voilà, un avant et un après en termes de lecture? Moi, je me souviens très bien d'un avant et un après. Je me souviens très bien d'un texte où je me suis rendu compte que je pouvais passer 2 nuits blanches sous la couette, hein, vous voyez ce que je veux dire, avec la petite lumière. C'était vraiment presque une caricature. J'étais une caricature à l'époque où clairement il y a eu un avant et un après, où je me suis dit ok, là c'est même plus happé en quelque sorte, c'était, oui, enfin voilà, dites-moi. Une espèce de fièvre de lecture, Ouais, quoi. tout à fait. Là, en fait, j'essaie de réfréner mon côté ancien libraire et même représentant. J'ai envie d'envoyer des rafales de références, mais Il je faut le y fais aller. pas. On le fera après, on le fera après, on le Donc, fera en troisième partie. honnêtement, allez, je me jette à l'eau. Ça va faire très classique, mais L'homme qui rit, moi, c'est un souvenir de dingue. Mm. Parce que L'homme qui rit, en fait, bon, on parle souvent des Misérables, Mm. évidemment, parce que c'est un peu la référence ultime. Mm. Mais pour moi, L'homme qui rit, il a quand même une part quand même très réaliste de ce que c'est que l'esprit humain. Il y a une histoire d'amour qui est incroyable. Donc voilà, si vous connaissez pas L'homme qui rit, si vous l'avez pas encore lu, c'est incroyable. Oui, c'est vrai. Personnage qui est défiguré et qui en fait est lié à une jeune fille aveugle. Donc il y a une histoire d'amour qui est impossible entre guillemets, mais en même temps qui est très belle, puisque justement le handicap de l'une permet finalement l'amour pour l'autre. Enfin, puis il y a un contexte historique. Enfin voilà, Hugo, je vais pas forcément je vais pas forcément inventer quelque chose, mais c'est pas pour rien aussi s'il a marqué autant de gens. Et sinon aussi, il y en a un autre, j'en profite. Il y a un livre qui est déterminant, mais plus pour l'histoire en fait de comment il m'est arrivé entre les mains, plus que par rapport à son histoire. C'est un livre de Chester Himes, qui s'appelle La Reine des Pommes. C'est du roman noir. J'en avais jamais lu. Et en fait, c'est juste un mec qui passait à la maison, genre pour boire un café, qui m'avait juste vu une fois avant, et qui m'avait dit: ah bah tiens, en fait, vu que t'aimes bien les bouquins, bah tiens, je te donne ça, ça te fera plaisir, je pense que ça peut te plaire. Et en fait, j'ai trouvé le geste tellement chouette d'avoir eu quelqu'un qui d'un coup a eu cette démarche de réfléchir à une personne qui connaissait à peine,
et puis finalement lui donner le livre, je sais pas, ça a peut-être un peu donné des idées. Je me suis peut-être dit que ce serait pas mal d'en faire mon métier. Peut-être que inconsciemment, il y a eu un mécanisme comme ça. J'ai trouvé ça tellement chouette. Et donc, La Reine des Pommes de chez Storheim, c'est tout simplement l'histoire d'un homme qui est un peu naïf, d'où le titre La Reine des Pommes. On est dans le Harlem des années 60. Et en fait, il est tellement naïf que on arrive à lui faire croire que s'il donne toutes ses économies de billets de 10 dollars, on réussira à les transformer en billets de 100 dollars. Et l'histoire commence comme ça. Donc il perd toutes ses économies, il perd sa copine, et commence en fait une espèce de roman noir où il y a des personnages hauts en couleur. Enfin, en fait, Pulp Fiction n'a rien inventé, hein. On prend les bouquins de Chester Himes. Faut pas On dire est ça à vraiment. Alma Matin parce que j'ai Ah ouais. un pro de cinéma ici. Alors du coup, Alors, si vous dites que Tarantino c'est foutu, Mamat, je nuance, si tu je m'entends. nuance parce que j'aime beaucoup Pulp Fiction, mais je suis pas forcément un immense cinéphile, donc j'irai pas sur ce terrain-là. Je vais rester sur mon petit terrain de lecteur. Déjà un bon début. C'est déjà un grand terrain, c'est déjà un très grand terrain. Oui. Alors ça me permet d'enchaîner avec mon autre question. À partir de quand justement on décide de faire de sa passion une profession ? Qu'est-ce qu'on y gagne et immanquablement qu'est-ce qu'on y perd ? Je vais d'abord répondre à qu'est-ce qu'on y perd. On perd son œil de naïf. C'est-à-dire que quand je suis devenu libraire, je ne peux plus rentrer dans une librairie sans avoir un petit peu comme Neo. Je fais une référence à Matrix, comme Neo. C'est-à-dire, je vois les mises en place, je vois comment est travaillé le rayon en une fraction de seconde. J'arrive plus ou moins à voir un peu les choix éditoriaux du libraire. Donc j'ai un peu perdu cette naïveté-là, et même dans les bouquins, j'en ai lu énormément pour mon métier, parce que moi j'étais en plus spécialiste plutôt littérature. Enfin, en tout cas, la majeure partie de ma carrière en tant que libraire, ça a été en litté. Voilà, j'ai perdu peut-être ce côté-là, mais par contre j'y ai beaucoup gagné parce que, en fait, pourquoi je suis allé vers ce métier, c'est parce que j'avais besoin de sens dans ma vie. J'avais besoin d'incarner quelque chose. Et j'avais besoin en même temps de me frotter au monde, de me frotter aux gens. Évidemment, il n'y a pas de choses bizarres dans ce que je viens de dire, mais je me confronter un peu à l'univers, voilà, un univers qui est particulier. C'est surtout d'avoir des gens qui sont en quête de choses qui peuvent leur faire du bien, enfin la littérature, mais pas que, aussi des biens de divertissement. Et c'est pour ça que je suis rentré comme ça, en fait, dans ce monde-là. Et cette quête de sens, elle a été assouvie, entre guillemets, parce que dans les librairies où j'ai travaillé, on m'octroyait le droit d'emprunter 5 livres. En fait, c'était des rushs de 5 livres par semaine ou tous les 15 jours. Et on me disait, il faut que tu aies une culture, il faut que tu aies un background, tu es quand même libraire, donc il faut quand même que tu saches de quoi parler. Enfin, c'est une histoire d'image et puis de crédibilité, et puis surtout même en termes d'efficacité. Quand on se nourrit d'énormément de littérature ou même de BD ou d'autres choses, on est apte à conseiller tout le monde. Et en fait, je suis un peu tombé dans une espèce de période d'ivresse où j'ai pas arrêté, quoi. En fait, c'est 5 livres par 5 livres, des BD, des romans. Enfin, je suis allé vraiment, j'y suis allé vraiment, vraiment au tractopelle, quoi. Mais et c'est je me suis construit de la consommation, là. Du coup, c'est plus... où est le plaisir, là ? Il y a encore du plaisir dans ces Alors, ça situations. dépend parce que c'est une bonne question. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un moment, je me suis perdu là-dedans. Je me suis perdu un peu dans ce côté un peu staccanoviste du métier, où d'un coup, on a envie de tout lire et puis d'avoir un avis sur tout, et puis commencer à se dire, en fait, je vais pas lire cet auteur parce que, en fait, lui, il est déjà connu, il a pas besoin de moi. En fait, il y a des biais un peu intellectuels qui se font. Donc, je pense que au début, on se forme, on veut être légitime, donc on lit d'une certaine manière. En fait, on développe un œil, mais en même temps, quelque part, on perd le plaisir de la lecture, de prendre son temps, parce qu'il y a tellement de nouveautés qui sortent, il faut tellement être tout le temps au rendez-vous, que si on veut suivre, il faut lire beaucoup, 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 beaucoup. Et voilà, aujourd'hui, je fais un métier qui est aussi dans le livre, mais qui me permet quand même de prendre un peu plus le temps de lire, de choisir des classiques aussi de temps en temps. Voilà, de m'octroyer vraiment ce droit de bien lire. De moins être dans la consommation, mais plus dans la construction de ce que je suis. C'est merveilleux ce que vous dites. Alors, il y a Titi qui vient d'arriver. Salut mon Titi. Bonsoir. Bienvenue d'être là. J'ai une question que je n'avais pas anticipée, mais comme vous vous êtes présenté comme un papa
tout au Mhm. début, et qu'on parle de cette jeunesse de la littérature, enfin, en d'autres termes, comment vous êtes venu à cette littérature? Vous avez présenté vos enfants comme, voilà, l'un ne lisant pas, l'autre déjà passionné. Comment vous transmettez cette passion-là? C'est pas du tout une question que j'avais préparée, mais voilà, moi j'ai jamais parlé de littérature jeunesse, par exemple, sur cette chaîne. Mhm. Là, visiblement, d'après, voilà, vu comment les choses se passent, a priori, c'est ce qui va se passer dans la prochaine causerie. Je vais parler de littérature jeunesse, mais c'est vrai que moi je suis absolument pas, j'ai envie de dire, ni formée à ça, ni rompue, voilà, à des textes, on va dire, qui peuvent mener à la littérature, si tant est qu'il y en a. La question, voilà, que je pourrais vous poser, c'est, j'imagine que vous avez opéré de la même manière avec vos deux enfants. Et qu'est-ce qui fait que, enfin, comment vous transmettez les choses? Alors oui, alors il y a Cro qui est ici et qui, c'est pareil, vit avec des petits diables aussi à la maison. Titi aussi a des enfants. Ma question, c'est ça, c'est comment on transmet cette littérature et comment peut-être quand on a des enfants qui ne sont pas forcément portés sur les livres ou sur la littérature, on peut procéder. Alors, j'ai pas de solution miracle parce que, comme on peut le constater, comme je l'ai dit au début de ma présentation, il y en a un des deux qui n'aime pas lire. Et c'est pas pour autant que. Enfin, en fait, vu que moi, personnellement, j'étais pas dans une famille où on lisait beaucoup. Il y avait une vitrine avec quelques petites encyclopédies de médecine, un ou deux bouquins de biographie d'une célébrité, n'importe laquelle, Jean-Luc Lahaye, au pire. Donc, moi, il n'y avait pas de bouquin à la maison, mais en fait, mon désir, il est venu tout seul, où je suis arrivé dans une petite maison de la presse et je demandais à ma mère, je peux m'acheter des trucs. Quand elle a vu que je préférais les bouquins au POG, elle était très contente, donc du coup, voilà, c'est venu naturellement. En ce qui concerne mes enfants, en fait, ils ont toujours baigné, les pauvres, dans un univers où il y avait énormément de bouquins, de livres qui arrivaient à la maison. Enfin, soit parce que j'en achetais, soit parce que j'en empruntais. Je leur donnais accès au maximum à des livres. Et que ce soit mon fils ou ma fille, ils ont eu le même traitement, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu besoin de demander pour, d'un coup, avoir sur les tables des livres. Mais par contre, j'ai toujours eu ce fonctionnement où je me suis dit, je leur mets à leur disposition. Par contre, je ne les force jamais. De temps en temps, je les sollicite sur un avis. Voilà. Même mon fils qui ne lit pas. Parce qu'en général, même s'il lit pas, il a un avis qui est très juste sur. Parfois même, il me sort des réflexions qui sont d'une grande intelligence et qui sont d'une grande froideur. J'aime beaucoup, ça m'amuse énormément. Parce que maintenant, il a 14 ans, donc c'est un ado. Et donc, on a eu il y a pas longtemps un repas de famille où il regardait ma bibliothèque et il me disait, tu te rends compte, papa, si demain tu arrêtes de travailler, tu prends tous les livres et que tu les lis tous, en fait, tu seras mort avant de les avoir tous lus. Et moi, j'ai Quelle horreur. trouvé que c'était. Ouais, après, Mais voilà, c'est on vrai, développe mais c'est beaucoup. tellement vrai. Ouais, ouais, très juste. Donc, c'est bien, parce que ça m'a permis en même temps de soulever un sujet, c'est qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque? C'est une boîte à outils. Donc, on n'a pas l'obligation, un petit peu comme dans certains jeux vidéo, d'accomplir certaines missions les unes après les autres Et et de les remplir une succès, certaine. d'avoir des succès à droite et à Ouais, gauche, ouais, tout exactement. à fait. Mais non, au contraire, justement, le livre, c'est ça qui est bien, c'est qu'il peut attendre 13 ans avant de peut-être faire notre rencontre. Et voilà, donc c'était quand même un très bel échange. Et, et voilà, puis en fait, moi, vu que je pars du principe que si ça se trouve, il sera jamais passionné par le livre et ce sera pas grave. Et pour ma fille, ça s'est fait un peu très naturellement, quoi. Voilà, elle s'est mise à réclamer des trucs. En plus, c'est l'avantage d'avoir un papa qui passe sa vie à errer dans les librairies. C'est facile d'avoir des bouquins, hein. Il suffit qu'elle me demande, dans la mesure du possible, parce que bon, faut pas non plus noyer la maison, parce qu'elle est déjà très, très encombrée, hein, on peut l'imaginer. Mais voilà, la transmission, pour moi, elle passe plus par le fait de mettre à disposition et de susciter la curiosité plutôt que d'inciter. C'est important, c'est un peu comme ça déjà que je fonctionnais quand j'étais libraire. Attiser la curiosité, mettre à disposition et en aucun cas imposer, parce que je pense qu'imposer, c'est la pire chose qui puisse arriver. Je pense qu'on a tous connu des gens qui ont vécu des traumas de leur vie scolaire, à subir certains textes, alors que ces textes-là, si par exemple ils avaient été peut-être mis juste sur la table du salon, on sait pas, peut-être qu'ils l'auraient aimé. Voilà. Il
Il y a Titi qui nous dit, moi j'ai de la chance avec mes filles, elles aiment lire et pour le coup, moi j'ai jamais trop apprécié, mais l'histoire du soir aide beaucoup. C'est vrai, Histoire du soir, c'est ouais. vrai. L'histoire du Mm. soir, elle est quand même, c'est un rituel qui est assez important. Cro nous dit, je pense que tous ceux qui lisent mourront avant de finir leur liste de lecture. C'est une Mm. certitude. Euh, Baja nous dit, mon ado de 13 ans est sur l'intégrale de Tolkien et ma choupette de 7 ans n'est pas plus attirée par ça. Je ne désespère pas, mais je n'insiste pas non plus. Salut l'artisan meurtrier aussi, salut les jeunes, tu vois, je t'en parlais en off de l'artisan meurtrier dimanche soir en te disant que j'avais invité Mathieu Urban qui justement écrit énormément sans trouver l'éditeur. Et tu vois, Mm. c'est peut-être une discussion qu'on aura tout à l'heure justement quand on reviendra sur l'aspect plus professionnel, on va dire, de ton de ton parcours. Euh, Si on passe à la deuxième partie maintenant, parce que notre sujet, c'est quand même valoriser la littérature sur Instagram. Donc là, je pense qu'on a un très joli profil de Julien Aubert. Maintenant, est-ce qu'on peut venir à Yul Bartol ou finalement, comment devient-on alors bookstagrammeur? Je ne sais pas si tu te considères comme étant bookstagrammeur, mais en tout cas, ma première question, c'est comment on explique le choix d'un pseudonyme. Pourquoi Julien Aubert n'est-il pas sur Instagram Julien Aubert? Alors ça, c'est marrant, c'est très marrant comme question. Déjà parce que ça dévoile aussi un côté geek chez moi, que j'exprime pas forcément là, à l'occasion de cette causerie. Faut savoir que Yul Bartol, c'était un pseudo de jeu vidéo. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je jouais quelque part, je mettais ce nom-là. Et en fait, du coup, c'est intéressant cette question parce que ça met en avant un des livres fondateurs, j'ai totalement oublié, mais qui s'appelle Alamut de Vladimir Bartol, qui traite, c'est chez Libretto, Phébus Libretto, qui traite en fait d'un sujet qui va avoir une drôle de résonance avec un jeu vidéo qui s'appelle Assassin's Creed, puisque c'est le mythe du vieux de la montagne qui a introduit les Hashishim, donc les fameux assassins. Alors c'est un bouquin qui est en fait une réinterprétation de ce mythe, qui est en fait une réflexion très profonde. On croirait que c'est un sujet, enfin que c'est un livre un peu orientaliste où vraiment c'est un roman d'atmosphère, mais il y a un vrai sujet autour de la manipulation, puisque le bouquin commence avec une citation qui dit rien n'est vrai, tout est permis, et c'est le credo en fait dans Assassin's Creed. C'est assez marrant parce que ce livre, je l'ai lu il y a déjà une paire d'années, et en fait quand j'ai vu qu'Assassin's Creed était sorti et que ça parlait du même délire, je me suis dit waouh, incroyable, je vais pouvoir m'amuser avec un roman en fait que j'ai lu. Donc, bref. Donc pourquoi Yul Bartol, pourquoi pas Julien Aubert? C'est, je pense que déjà quand on va sur Instagram, on a toujours envie quelque part de pas forcément avoir. On a envie d'avoir une identité légèrement différente qui permet de construire quelque chose, qui permet d'avoir vraiment. C'est pas simplement Julien Aubert dans la vie de tous les jours qu'on va rencontrer dans un café, mais simplement un gars qui se cache peut-être derrière ce pseudo de gamer, entre guillemets, pour se dire, en fait, le mec est cool. Je plaisante. Mais je sais pas, en fait, c'est venu comme ça. Je me disais que c'était sympa. Et je rebondis rapidement. Merci à pour la référence de Tolkien. Voilà. Faut savoir aussi que moi, j'ai un Tolkien qui est là, c'est Le Seigneur des Anneaux. J'ai la même. Ah bah super. D'ailleurs, ça vaut de l'argent, ça. Faut savoir. Bon, écoute, on va couper ici. Ok. Non, c'est vrai, je l'ai. Incroyable. Ouais. Il y a une couverture Et, normalement. Hein. Là, vous avez retiré le. Ouais, on est dirais, d'accord. ouais. Hein. Ouais, Ouais. ok. Ouais, parce que j'ai la Pour même. info, c'était à l'époque où les films n'étaient pas encore sortis, je Ouais, l'avais tout à acheté fait. en solde Ouais. dans un espace culturel Leclerc. En fait, personne n'en voulait. Je l'ai acheté, je sais plus combien, mais c'était rien du tout. Et en fait, aujourd'hui, il me sert comme. Je mets mes souvenirs dedans. C'est-à-dire que dedans, là, je pense que j'en ai retiré pas mal, mais j'ai des cheveux. Tiens, super anecdote, j'ai les cheveux de ma fille. Trop bien. Je sais pas si on voit. Voilà, donc page 297, mais parce que c'est un des rares livres que j'ai relu énormément. Le Seigneur des Anneaux, en fait, il me suit bien avant les films, et en fait, pareil. Voilà, donc merci pour la référence au Seigneur des Anneaux, à Tolkien. Bon. Ok. Donc,
Yul Bartol, vous nous l'avez expliqué, inaugure donc un compte sur Instagram qui existe déjà depuis quelques années. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui fait que vous décidez que votre compte Instagram soit consacré à la littérature? Est-ce que c'était une évidence tout de suite ou est-ce qu'il y a eu des errances au début? Comment ça s'est passé? Je pense que ça c'est... Déjà, pourquoi on utilise Instagram? Je pense qu'il y a une espèce de logique un peu implacable qui fait que d'un coup on se rend compte que Facebook est déserté et puis en fait on va se dire tiens on va aller plutôt sur Insta pour voir un peu Parce ce qu'on qui se est passe. vieux. Il n'y a que des vieux Un peu ici, il n'y a que des C'est boomers. pas grave. Non, mais bien sûr. Il y a Cro qui nous dit surtout ne pas lancer le débat sur la nouvelle traduction, ne pas lancer le débat sur la nouvelle traduction de Tolkien, hein, c'est ça j'imagine. Donc il n'y aura, y aura pas de débat. Bajar relance le truc, on en parlera peut-être en off après. Alors, comme je le disais, c'est un compte qui à l'origine n'est pas dédié à la littérature. Si, quand même. Si, parce qu'en fait, vu que ça fait partie... on déserte Facebook, voilà, truc de Oui, vieux. alors il y a des tontons, ça. des tatas sur Facebook, donc on part de Facebook, on se trouve un pseudo Exactement. et on fait... Exactement, mais en fait, ça s'est fait relativement naturellement, où d'un coup, je me suis rendu compte qu'on pouvait être regroupé, on pouvait trouver des personnes qui avaient à peu près les mêmes aspirations que nous. Puis surtout, Instagram, quelque part... c'est en fait l'art de l'immédiateté. Il y a un peu ce côté où en fait on a une fulgurance. Moi je sais que personnellement aujourd'hui en fait mon Insta c'est déjà je suis quelqu'un de très désorganisé dans ma vie personnelle. Donc quelque part par exemple j'ai jamais réussi à tenir un journal des coups de cœur ou un journal de lecture. Ça c'est un truc qui m'a toujours profondément gonflé. Instagram c'est bien pour ça parce que quand j'ai un coup de cœur je peux le mettre directement. Puis en même temps ça me permet d'avoir un feedback parfois de certaines personnes, me rendre compte qu'il y a des ponts qui peuvent se faire aussi entre moi et d'autres personnes. Pour moi, Instagram aujourd'hui, c'est plus moi j'appelle ça un réceptacle d'urgence. Sous-entendu que ce soit dans les livres que j'aime, certaines photos que je peux trouver belles, mais aussi parfois des fulgurances ou des urgences que je peux avoir dans l'écriture. Aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que de temps en temps, j'ai un trop-plein, j'ai quelque chose que j'ai envie d'exprimer, je m'en sers pour ça. Mais c'était pas forcément une finalité quand j'ai commencé Instagram. C'est venu vraiment dans un second temps, quand on commence un peu à se prendre au jeu, à commencer un peu à voir certains comptes qui se développent, qui d'un coup sont vraiment impressionnants, qui parlent de certains livres et qui me disent tiens en fait j'avais pas pensé. Puis quelque part aujourd'hui je m'en sers aussi purement professionnellement parce que ça me permet de rester connecté un peu toutes les tendances, à tout ce qui peut se faire, à ne pas rater quand même certaines choses, certains livres qui peuvent être très bons. Donc j'ai ce côté encore une fois un peu où j'ai besoin d'avoir une tour de contrôle et voir un peu ce qui se passe pour rien rater. Voilà. Ok. Donc vous ne procédez pas, vous n'avez pas de mode opératoire pour votre compte, hein. J'ai envie de dire le lundi... On poste un écrit spécifique, le mardi une citation, le mercredi on fait une ref à un bouquin, donc c'est pas du tout. On reste dans... Il reste quand même une certaine spontanéité. Exactement, je pense que c'est en tout cas pour mon bien-être nécessaire, parce que quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a pas mal de gens qui parfois souffrent un peu de... on voit dans des stories, tiens j'ai décidé de quitter Instagram parce que trop de pression, trop de trucs. Et en fait, on s'en met déjà dans notre vie professionnelle, pas mal. Hein. On en met parfois dans notre vie perso. Donc Instagram, c'est un lieu de plaisir. Si je dois poster une fois par jour parce que d'un coup j'ai des urgences d'écriture, des envies, je le ferai. Mais je peux rester aussi muet pendant un certain temps parce que j'ai conscience aussi, parfois j'ai aussi un quotidien qui est quand même lourd. Parfois. Donc ça reste... j'aime bien le côté un peu spontané, j'aime bien le côté... où il faut pas trop réfléchir. Alors j'essaie de quand même pas poster à 3h du matin. Je sais qu'il y a un peu moins de monde pour regarder mes posts. Mais c'est la seule réflexion un tout petit peu construite que j'ai dès qu'il s'agit d'utiliser Instagram. Okay. Alors j'aimerais ici parler du fait que vous écrivez quand même, il faut le dire, j'ai envie de le dire, et que parmi vos publications, nous trouvons donc des textes personnels que vous livrez sur votre profil.
S'agit-il d'une étape préparatoire à une future publication ou utilisez-vous Insta, comme on dit, comme un journal d'écriture qui se suffit à lui-même? J'ai fait une réponse de Normand. Ah, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que... Non, mais Alors je vais faites-la d'abord et après j'en pose une autre. Non, mais vous de forcément de me mouiller, évidemment. Oui. On a toujours cette ambition quand même de faire quelque chose d'abouti, qui sera lu un jour et qui sera publié, qui sera lu. Pour l'instant, en fait, j'ai un peu l'impression de me servir quand même depuis toujours de mes petits textes courts, mes petites fulgurances, un peu comme on affûte un peu ses armes avant de partir à la guerre. C'est-à-dire, voilà, mes petits textes permettent de savoir où ça va, plus ou moins, et en même temps de m'amuser. Et voilà, ça n'empêche pas qu'en souterrain, j'écris des choses. Voilà, ça n'empêche pas. Mais par contre, peut-être que je les soumettrai à publication, enfin soumettrai en tout cas à lecture auprès des éditeurs quand j'aurai 60 ans. Et puis que je me dirai, tiens, ça y est, je suis prêt. Vous avez quel âge? Faut qu'on programme une prochaine causerie quand, alors du coup? J'ai 43 ans, donc ça me laisse le temps. Oui, d'accord, ok. Oui, mais alors justement, je reviendrai peut-être sur une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que c'est parce qu'on sait comment fonctionne le monde du livre qu'on n'a pas forcément envie d'envoyer un manuscrit? Alors, personnellement, ayant été confronté effectivement à une production énorme, une production mais vraiment qui est vraiment vertigineuse. Déjà, un livre, pour qu'il soit sur les tables en librairie, il faut une succession de miracles. Vraiment, une succession de miracles. Il faut déjà que le mec qui écrit son livre, en fait, soit fier de lui assez pour le soumettre à une lecture. Il faut déjà que le livre, en fait, il arrive entre les mains d'éditeurs qui, en fait, sont souvent, pour la plupart, noyés par le nombre de manuscrits qu'ils reçoivent. Il y en a de plus en plus. Il faut encore que l'éditeur, en fait, se dise, en fait, il rentre dans ma ligne éditoriale, qu'il arrive sur les tables. Il faut que le libraire soit convaincu qu'il ait envie de les mettre sur les tables. Il faut que le libraire les donne aux clients. Enfin, en fait, il y a vraiment une telle production, un tel foisonnement et tellement de risques, en fait, d'être noyé, en fait, et de ne pas être visible, que, en fait, moi, je considère que tant que je ne serai pas fier de ce que j'ai fait, et tant que je ne dirai pas, en fait, oui, là, c'est bon, je considère que je ne présenterai pas en fait à des éditeurs. Mais ça, c'est ma conviction qui est en fait celle de quelqu'un qui malheureusement a été confronté à beaucoup de gens déçus du fait que en fait non seulement parfois leur livre est pas édité, pas publié, parfois leur livre il est mis sur table mais il n'est pas vendu. Et en fait tout ça, moi c'est quelque chose que je veux éviter. Enfin je veux m'épargner. Je pense que le jour par contre où je me dirais oui là c'est sûr, par contre je ferai vraiment ce travail-là. Et de A à Z, c'est-à-dire que il faut que la rencontre se fasse avec le bon éditeur, qui soit déterminé aussi vraiment à me défendre et pas simplement à publier un livre qui n'aura pas forcément une vie derrière. Et tout ça, en fait, si j'ai cette conclusion, si j'en tire cette conclusion-là, c'est parce que effectivement, dans mon métier en tant que libraire et aujourd'hui en tant que représentant, je sais qu'il y a une concentration en termes de succès sur très peu de livres. Il y a un foisonnement de l'offre. Il faut savoir qu'il y a quand même de moins en moins, en termes de volume de livres qui se vendent, entre guillemets. Il y a de moins en moins de lecteurs. Il y a moins d'un lecteur sur deux maintenant en France. Il y a une étude qui est sortie là il n'y a pas longtemps. Oui, mais j'ai lu un article aujourd'hui justement qui est sorti sur le fait que les Français lisent de moins en moins et que même sur une offre, on va dire, basique, type BD, manga, etc., il y a encore moins de lecteurs qu'avant et que ça peut poser problème. Ouais. Okay. Et en fait, c'est un vrai sujet, un vrai questionnement que j'ai depuis déjà très longtemps. Je pars du principe que si un jour je fais un livre qui aboutit mais qui me semble pas parfait, en fait, ça voudrait dire que c'était pas ma destinée d'écrire un livre et ce serait pas grave, parce que j'aurais eu déjà beaucoup de chance en fait, que le livre et la littérature donnent du sens à ma vie. Voilà. Ok. Très belle réponse. On a vu que vous évoquiez fréquemment sur votre compte Instagram donc les textes qui constituent ce que j'appellerais votre patrimoine intérieur. Hein, d'accord, on parlait de Christian Bobin, d'Éluard, etc. Encore aujourd'hui, vous avez posté une page spécifique. Comment choisissez-vous les ouvrages contemporains que vous mettez en lumière ? Alors, je suis un tout petit peu...
Ce soupir avant ma question, après ma question, je suis désolée. C'est une question compliquée? Non? Non, pas du tout, c'est Ah, une question que j'adore. Et donc moi, quand j'adore, en fait, du coup, vous je me dis, il faut soupirez. que je sois à la hauteur Bien de la soupiré. question. Donc je soupire, voilà. Mais en fait, non, non, au contraire, Très c'est bien. une super question. Mm. Donc il y a le pro qui va évidemment être déterminé par, enfin, mes choix vont être déterminés par souvent une forme d'intuition du libraire. J'aime bien dire ça en haussant les sourcils. Mhm. L'intuition du libraire, hein, toujours un peu ce côté-là. Moi, j'aime bien ce côté où je prends un livre sur une table, personne n'en a entendu parler, mais je sais pas, en fait, il y a un truc qui se passe en général. Je me la raconte un peu, mais je me trompe assez rarement. Enfin, je sens qu'il y a une sorte presque de vibration. Je plaisante, mais en tout cas, quand je vois un peu le livre, la maquette du livre, et puis je vois un peu le résumé, quelques pages, et je suis assez décidé là-dessus. Il y a quand même des réflexes que j'ai. Je sais que par exemple, j'aime beaucoup l'iconoclaste, Mm. j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup l'observatoire. Bon, Monsieur Toussaint l'ouverture, on en a parlé déjà, Ouais, mais tout à fait. Oui, en fait, c'est des maisons d'édition quand même, hein. tout à fait. C'est quand même indexé, c'est quand même adossé à des maisons d'édition qu'on aime beaucoup, hein. Moi, j'aime beaucoup le tripode. Oui, Ouais, oui, ouais. j'aime beaucoup le tripode. Par exemple, je me pose même pas. Enfin, voilà, souvent quand j'achète des ouvrages du tripode, je me pose même pas la question de. Enfin, je me pose pas la question en fait. C'est le tripode et j'y vais quoi, hein. Forge de Vulcain, maintenant, je fais aussi. Enfin voilà, il y a des maisons qui. euh, voilà, l'Arbre Vengeur, je suis fan. Enfin, oui. Sur Pub, Mm, enfin, voilà, il y a des mm, maisons d'édition, voilà. mm, Et je pense que là, vous mettez le doigt quand même sur un truc qui est vraiment très présent chez moi. C'est ce côté un peu quand même défricheur. Moi, j'aime bien quand les gens ne connaissent pas et que moi j'y vais. mm, mm. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des gros succès en librairie que je n'ai pas lu parce que j'ai mon côté un peu ah bah en fait vous l'avez lu donc moi j'ai pas le enfin voilà j'ai pas envie de le lire un peu le sale gosse qui en fait se rend compte qu'il a pas eu la primeur sur un jouet donc bah, il a plus envie d'y jouer, c'est bête hein. Et voilà et en fait je pense que de toute façon il faut se laisser porter par L'intuition et l'instinct. Ouais. l'intuition et l'instinct effectivement. Merci mon cher Pile pour le raid. Alors là, il y a 24 personnes qui viennent d'arriver d'un coup, qui étaient sur un FPS formidable qui s'appelle et très toxique qui s'appelle Apex. Donc rien à voir avec ce qu'on est en train de faire en ce moment. Je me permets juste de repasser en grand écran pour dire merci au raider, merci à Charpile que j'aime énormément, il le sait, mais du coup cette fois-ci je lui dis en live avec un cœur. Merci beaucoup. Alors là, vous passez d'un FPS et d'un D2, D1, je ne sais pas, sur Apex à une émission littéraire. On discute, j'en suis toute chamboulée. On vient prendre un peu de culture, cher Pile. Eh ben, écoute, formidable. Alors je vous présente Julien Aubert qui est avec moi. Et on parle littérature, on parle bouquin, on parle comment on choisit un bon livre, comment on devient libraire, comment on a la passion des livres, comment on transmet la littérature à ses enfants, qu'est-ce qu'on a dit d'autre. Voilà, et je remercie les raiders d'accepter de rester un petit peu sur cette chaîne de niche, donc qui est la mienne. Moi, je m'appelle Ekat, et comme souvent, je dis que je suis née au siècle dernier, et c'est vrai, malheureusement. Voilà, je fais des émissions littéraires, mais pas seulement, je joue aussi à des jeux indépendants très très compliqués, comme hier, par exemple, sur Black Shard. Et quand j'ai envie de vraiment m'énerver, je joue sur Apex, mais je n'ai absolument pas le même niveau que notre maître Charpile qui vient de raider. Donc du coup, cette chaîne, je vous remercie d'être là. Merci Charpile pour le geste, voilà, ça me touche beaucoup, mais tu le sais, je te le redirai en off. Ça nous a coupé dans notre discussion, mais c'est pas grave. Bienvenue à tous. Vous pouvez venir. Alors moi, je fais pas de planning, d'accord, donc je peux pas vous dire le jeudi après-midi ne venez pas, je joue à Apex et je suis très mauvaise. Je vous dirais simplement, voilà, que si vous avez envie d'une ambiance un petit peu chill et un petit peu, alors je mets des grands guillemets ou des petits guillemets cultivés, voilà, vous êtes au bon endroit. Et ce soir, donc, vous êtes sur ma 16e causerie littéraire. Je fais donc parfois des émissions qui intéresse voilà, un public une fois encore de niche. Et ce soir, on est avec Julien Aubert, qui est un bookstagrammeur, donc qui fait, voilà, qui a, alors il faut tout que je résume, là c'est très très compliqué, qui a la passion des livres depuis toujours, qui a été libraire, qui est représentant aujourd'hui d'un groupe d'éditeurs, et on évoque la manière d'abord
dont on vient au livre. Enfin, je sais pas comment dire ça. Est-ce qu'on aime les livres? On a parlé de bande dessinée tout à l'heure. On est parti de Boule et Bill en passant par Dostoïevski, en passant exactement pardon, j'en perds mes mots, en passant également par La Reine des Pommes, par Un homme qui rit. On a parlé de Victor Hugo, par Le Soldat des accordés. Bref, on a plein de références qui fusent là depuis tout à l'heure, qui fusent. Oh là là. Merveilleux jeu de mots avec Apex, bon bref, qui fuse depuis tout à l'heure. Attention aux acouphènes, aux écacouphènes avec Apex. Oui, mais alors du coup, là, j'essaye de faire ça bien. Bon bref, on reprend notre discussion, Julien. Désolé, hein, je vous ai dit dimanche, je crois que une chaîne Twitch, c'est un peu comme un bistrot. Hein. Des fois, il n'y a personne, et puis des fois, il y a plein de gens qui arrivent et qui ont envie de discuter, qui n'ont pas envie de discuter, et voilà. Donc j'ai envie de dire que ma chaîne Twitch est un bistrot, et que là, il va falloir servir des verres et intéresser les futurs viewers. Merci d'être là. Salut Ézéchiel, bonsoir tout le monde, bonsoir Charpile. Merci une fois encore pour le raid. Je vais reprendre, paf, ma discussion avec Julien. Donc, on se disait de fait que valoriser les ouvrages contemporains, c'est aussi valoriser, comme on le disait tout à l'heure, avoir de l'instinct avec des bouquins qui nous intéressent. Alors, je sais pas, ça peut être une 4e de couverture, ça peut être la qualité aussi des lecteurs dans une maison d'édition. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que votre regard sur le monde du livre a changé justement depuis que vous partagez vos lectures sur Instagram? Est-ce que vous avez eu des commentaires? Est-ce que vous avez eu des anecdotes? Est-ce que vous avez eu des réactions ou des contre-réactions, hein, j'ai envie de dire, par rapport à des posts qui vous ont fait changer de vision? On parlait tout à l'heure de ce passage où on est passionné par un truc et puis en fait à un moment donné on en fait notre métier et ça change notre vision du monde du livre, ça change aussi notre manière de parler des livres. Est-ce que le fait de valoriser la littérature sur Instagram ou de devenir bookstagrammeur, ça vous a permis ou ça a modifié ou ça modifié votre vision de la littérature ou du monde des livres depuis que vous partagez des publications? Il faut savoir que le monde du livre, le marché du livre aujourd'hui, il a évolué. J'ai envie de faire une référence à Mbappé qui dit le football il a changé, mais le monde du livre il a changé. Voilà, le monde du livre il a changé depuis en fait quand même l'arrivée de ce qu'on appelle les influences, hein, Instagram, et avec les booktokers et ainsi de suite. On sait qu'il y a aujourd'hui le nerf de la guerre pour des éditeurs et pour on va dire certains livres, ça va passer par là. Donc évidemment que mon regard a changé puisque quand j'ai commencé ma carrière en tant que libraire, ou même quand j'ai commencé ma carrière de lecteur quand j'étais gamin, en fait, on se fiait à la presse, on se fiait à ce qui était présent en librairie, on se fiait aux critiques, et on se fiait en fait à des êtres humains. Voilà. Seulement, en fait, aujourd'hui, ces êtres humains, ils sont sur les réseaux. Ils ont une force de frappe parfois qui est simplement extravagante. Ouais. Et parfois, ça va pas forcément être sur. Moi personnellement, je considère que j'ai un compte Instagram qui est vraiment confidentiel, qui va se centrer que sur ce qui me plaît entre guillemets. Voilà, ça va être une forme d'entre-soi. Je suis en lien avec des gens qui ont à peu près les mêmes goûts que moi. D'ailleurs, Instagram encourage vraiment ça. Mais aujourd'hui, en fait, ce qui fonctionne, c'est pas forcément ce que je vais aimer. Il y a aujourd'hui des phénomènes éditoriaux qui ont été vraiment accélérés justement avec Instagram ou avec TikTok. Je pense notamment à la romance. Aujourd'hui, on parle même plus de livres, on parle vraiment de livres objets avec des fabrications, du jaspage, définition des dorures. Le livre aujourd'hui, souvent en fait, sert plus à devenir un peu une espèce d'élément de décoration. Ouais, c'est ça. Et quelque part, même un élément. En fait, il y a quelque chose qui a vraiment profondément changé avec le livre. Et qu'avant, en fait, le livre, c'était un peu un élément qui était caractéristique d'une identité. On se construisait grâce à notre culture, grâce aux livres qu'on pouvait aimer. Aujourd'hui, en fait, on est plutôt dans un besoin de validation. C'est-à-dire que quand les gens viennent en librairie, aujourd'hui, je parle des nouvelles générations surtout, ils viennent, ils veulent un truc. C'est le livre en fait qui a été évoqué sur BookTok ou sur Instagram. Et pas autre chose. Et le libraire aujourd'hui, il n'a plus cette force de frappe de dire ok, je l'ai pas celui-là, par contre j'ai ça si tu veux. Ça aujourd'hui, les gens s'en fichent et ils veulent absolument le truc qui est préconisé en fait sur les réseaux. Donc quelque part,
en me confrontant à ça, je me rends compte quand même, à mon grand désarroi, mon grand désespoir, que euh, on restera quand même dans un marché de la consommation. Il faut être très lucide là-dessus. Il faut pas se raconter d'histoires. Et je pense que un petit peu comme malheureusement tous les marchés, c'est des économies et que ça veut dire que parfois c'est pas forcément au détriment. Enfin, c'est au détriment parfois de la qualité où il y a des très grands textes, des très grands auteurs qui sont quasiment invisibilisés parce que justement à côté de ça, il y a des phénomènes éditoriaux. Mais bon, après, ça a toujours existé, hein. Mais là, ça s'est quand même beaucoup accéléré. Donc, ma vision du livre a évolué depuis l'utilisation d'Instagram à ce niveau-là. Mais en même temps, il y a une forme d'apaisement de mon côté parce que très clairement, je me sers de ce réseau-là pour avoir des liens qui peuvent être très très forts avec des gens qui ont qui ont vraiment des cultures, une culture qui est vraiment ahurissante, qui ont une vision du monde qui toujours m'interpelle. Ça peut être un lieu de rencontre et ça peut être aussi un lieu où on peut découvrir de grands livres. Et moi, ça m'est arrivé régulièrement. On m'a, par exemple, même sur des classiques, hein, par exemple, Lettre à un jeune poète de Rilke, c'est en fait c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur Instagram qui me l'a conseillé. Voilà, je pense qu'il y a quand même du bon dans l'utilisation de ce réseau et qui permet d'alimenter une passion telle que le livre aujourd'hui. Donc voilà, je suis un peu toujours mitigé, un peu normand quand même, parce que c'est ma région d'origine. Oui, mais Il y a parce du que... bon. Ouais. Mais parce que la nuance fait partie aussi des bons intellects. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais bon, voilà. Merci à la Familia d'être là. Merci Ézéchiel. Merci Charpil encore. Perline, bonsoir à tous et à mon confrère. Alors, visiblement, elle vous connaît. Perline B, merci beaucoup d'être là. Et la Louve arrive et follow. Merci la Louve 26. Oui, on va jouer ensemble bientôt, ne t'inquiète pas. On n'avait pas vraiment fini la question sur les ouvrages contemporains que vous mettez en lumière. On avait dit l'instinct, on a dit les maisons d'édition. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose, non? Ou c'est moi qui ai été perturbée par le raid, là? Non? Je sais pas. Peut-être. Je peux passer à la question suivante. Hein. Peut-être que j'ai raté quelque chose. Très honnêtement, je fonctionne par pulsion, clairement. Et par goût de découvrir des choses. Donc après, en fait, c'est un peu réduire quand même c'est quand même réduire les choses de dire qu'on les résume juste à des maisons d'édition, parce que ça voudrait presque dire qu'on s'arrête à ça, alors que aujourd'hui, en fait, j'ai pas de limite. Je peux être capable de lire tout ce qui peut me passer entre les mains et de les mettre en avant. Et d'ailleurs, il y a de très belles maisons d'édition qui se créent en fait d'année en année. Moi, j'ai même la chance d'en défendre. Voilà, j'en parle pas là parce que on est sur quelque chose qui est de l'ordre de la passion, mais voilà, je suis très heureux aussi de pouvoir défendre des nouvelles maisons d'édition qui ont une nouvelle proposition. Et voilà. Concernant votre compte Instagram et globalement le Bookstagram ou le BookTok, alors moi j'avoue que je parle pas de BookTok parce que je suis pas sur TikTok et que j'y connais absolument rien et que je sais pas comment ça fonctionne, mais ça c'est mon côté boomer, hein, comme on dit. Est-ce qu'il y a quand même des comptes Bookstagram ou des comptes sur Instagram que vous nous recommanderiez aujourd'hui ? Je veux dire, est-ce qu'il y a des comptes à suivre? J'imagine que oui. Est-ce que... Ouais, ok. Eh ben, je veux bien savoir. On veut bien savoir parce que on parlait tout à l'heure de démultiplication des manuscrits qui arrivent aux maisons d'édition et de ce tri absolument incroyable qu'on a à faire entre des textes de valeur inégale. En fonction aussi, vous le dites, hein, c'est pas que la valeur est seulement inégale, mais c'est aussi parce que les lignes éditoriales ne sont pas les mêmes d'une maison à une autre. Mais on parlait de cette démultiplication des textes. L'autre question, c'est aussi ça, c'est dans la démultiplication des comptes qu'on peut avoir sur Instagram, sur je sais pas comment dire ça, des bookstagram ou j'ai même pas le vocabulaire en fait, j'ai même pas le lexique associé ou de comptes qui parlent de littérature. Est-ce que là, je disais 5 ouvrages sur une île déserte tout à l'heure, est-ce que 5 comptes Instagram sur une île déserte, est-ce qu'on pourrait
Voilà, lesquels on doit suivre en fait. Enfin, vous nous Ouais. recommanderiez deux. Mm. Alors, je fais pas forcément de recommandations, mais je vais simplement évoquer des comptes qui m'ont Mm. particulièrement marqué, à chaque fois pour une raison différente. Il y a déjà un compte qui est maintenant un petit peu en vue qui s'appelle J'ai un truc à vous lire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout simplement quelqu'un qui choisit un extrait d'un livre et qui en fait la lecture. Donc, il y a un côté très agréable d'un travail quelque part de recherche d'un extrait, et en fait, qui va être lu avec un fond musical. Et en fait, c'est hyper. Moi, j'aime beaucoup parce qu'en plus, les choix sont toujours très, très justes. Voilà, donc je pense qu'elle a quand même maintenant une belle communauté. Moi, j'aime beaucoup Philactu aussi, qui est en fait une personne qui s'appelle. Alors, je vais peut-être vous dire une bêtise, mais je crois qu'elle s'appelle Alexiane de la Rochechouart. En fait, elle fait des podcasts et elle utilise son Instagram pour parler de philosophie, mais avec un biais qui est celui de l'actualité. Donc, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce qu'en plus, elle fait vraiment des petites chroniques très rapides qui sont en lien avec notre actu. Et Dieu sait que notre actu, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, par exemple, elle avait fait un post sur Emmanuel Macron et son côté un peu, comment dire, machiavélien ou machiavélique, savoir s'il était vraiment machiavélien ou machiavélique, c'était hyper intéressant. Donc, ça, je vous recommande. C'est des bonbons quand on aime la philo. C'est vraiment chouette. Après, il y a un compte que j'aime bien, qui est un compte maintenant qui commence à être connu, qui s'appelle Xanthe et Balios. Alors, Xanthe et Balios, en fait, c'est une prof de lettres qui est passionnée de littérature du Moyen-Âge, de littérature classique, et qui, comment dire, sur son compte, va mettre en avant, en fait, cette littérature-là. Donc, elle est vraiment toujours quand même. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, moi, c'est pas mon, comment dire, mon prisme à moi. Donc c'est intéressant parce que en fait il y a quelqu'un qui fait ce travail-là, qui le fait plutôt de manière très très juste et qui justement, enfin en fait de temps en temps c'est quand même bien de voir un peu ce qu'elle fait parce que ça me permet de me dire ah oui chouette. Et parfois je suis même très content quand d'un coup elle évoque une référence que ah oui j'en ai entendu Je parler. connais, Celle-là oui. c'est ça. Ouais. Ouais, Là je suis très on se content. Je sent me très sens bête trop gentil. parfois sur Oui. des. C'est ce qu'on appelle le name dropping. Des fois, Le on même- regarde des émissions, etc. Même sur les jeux vidéo, on se dit Ouah, ça j'ai pas fait, ça j'ai pas fait, ça j'ai pas Ouais. joué, etc. Merci Mamad de mettre les liens des comptes qui sont cités par Julien dans le chat. Ezekiel dit est-ce qu'on peut dire que la maison d'édition de Monsieur Toussaint Louverture a relancé l'envie de lire grâce à la beauté de ses éditions? Alors Ezekiel, on l'a évoqué tout à l'heure, Toussaint Louverture. Donc du coup, j'ouvre et je ferme ta question en même temps. Cro nous dit de toute façon, il n'y a pas la 5G sur une île déserte. Oui, c'est vrai. Mamat, du coup, envoie là les comptes Instagram de Xanthe et Balios. Et puis, je sais pas, Mamat, si tu as noté ensuite. J'ai un truc à vous lire et Philactu. C'est ça. Pardon, j'étais pas là au début. Non, mais c'est pas grave, évidemment, vous arrivez tous en même temps, c'est très agréable. Bon, Julien, ça fait que 3. Alors, du coup, on a dit 5. Alors, Mais moi 3, ça suffit. Non, il y en a des milliers encore. Oh là là, je dis aussi. dites-nous. Ouais. Hmm. Alors il y en a un que j'aime bien, c'est le littérateur. Ouais. Bon, lui, il est vraiment. Enfin, en fait, ce que j'aime, c'est. Il a une forme de ton toujours un peu humoristique, mais quand même avec un gros, gros background littéraire. Enfin, je sais que quand je vois un peu ce qu'il publie, je me dis, ah ouais, le gars, il est vraiment bon. Voilà, il est costaud. Et voilà, j'ai eu la chance de faire une lecture commune avec lui sur un livre qui s'appelle Jardin de sable, chez Monsieur Toussaint Louverture. Non, je ne suis pas obsessionnel de la maison d'édition. Mais je me rappelle, je m'étais régalé parce que j'avais vraiment trouvé quelqu'un en plus qui était pas d'accord avec moi. Et voilà, j'étais en extase devant le livre. Et lui, en fait, j'accroche pas, je galère. Et en fait, il y a eu vraiment des échanges hyper intéressants. Et puis voilà, il en manque un, non? C'est ça? Mm. Il manque un compte. Mm. Alors moi, il y a un compte qui est vraiment confidentiel que j'aime beaucoup pour une raison particulière. Il s'appelle l'encre du Nostos. L'encre du Nostos. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui, quand elle fait des chroniques, en fait, ces chroniques, il n'y a même pas besoin d'avoir lu le livre, parce qu'en fait, en termes de style, c'est vraiment toujours de très beaux textes. Et voilà, donc c'est chouette parce qu'elle est assez peu connue, elle est assez peu
lu. Enfin, je crois qu'elle doit avoir genre 600 ou 700 followers. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a vraiment une vision différente de la littérature. Et voilà, elle a, elle a un vrai goût pour tout ce qui est littérature grecque, notamment. Donc, j'ai découvert des trucs vraiment sympas avec elle. Et voilà. Donc, un très Ok. chouette conte aussi à découvrir. Eh ben, merci beaucoup pour ces recommandations. Alors, vous avez répondu en fait à mes deux prochaines questions quand j'allais vous interroger sur les influenceurs littéraires, dans la mesure où voilà, ils jouent un rôle clé, j'ai envie de dire, dans la mise en lumière de certains livres. Donc là, vous nous avez dit que oui, hein, justement, parfois pas toujours de manière pertinente, mais en tout cas, voilà, sur le fait qu'on restait parfois avec un public, vous le soulignez tout à l'heure, jeune notamment, sur le fait qu'à partir du moment où il y a recommandation par l'influenceur, il y a obsession chez le libraire, hein, c'est ça, si on résume. Exactement. Est-ce que pour terminer cette deuxième partie de discussion, on pourrait dire qu'un livre peut encore se faire connaître uniquement par le bouche à oreille, ou est-ce qu'aujourd'hui les réseaux sont devenus incontournables? Non, le bouche à oreille peut marcher. Mm. D'ailleurs, si Perline est encore là, moi je pense à Son odeur après la pluie, Ah oui, bien sûr. qui est publié chez Stock. Je peux pas le lire Et celui-là, enfin je peux pas encore le lire, mais oui, oui, tout à fait, ouais. Mm. c'est un livre, même quand on n'a pas de chien, en Ouais. fait on le lit, et voilà. Mm. Et pour moi, alors je pense qu'il y a eu la force quand même de frappe de la maison d'édition pour en parler, mais il y a eu quand même un effet de bouche à oreille. Moi je me souviens très bien de ce livre où je me suis dit, mais en fait c'est un mec qui parle de son chien, mais c'est quoi ce bordel? Et en fait, d'un coup, on commençait à avoir les larmes qui coulaient en me disant, bah oui, c'était une libraire qui me l'avait conseillé, mais genre, on n'était pas dans un rapport pro, on était dans un rapport amical. Elle m'a dit, non mais Julien, il faut que tu lises ça. Enfin, et en fait, il y a vraiment ça. Donc je pense que c'est possible encore. Puis de toute façon, il y aura toujours des gens qui seront quand même avides de découvrir des choses que d'autres n'ont pas vues. Et tant qu'il y aura ces gens-là, le bouche-oreille peut exister. Mm. Très bien. Est-ce que le chat, vous avez des questions encore sur le compte Instagram, sur la littérature sur Instagram, sur la valorisation de la littérature sur Instagram? Est-ce que vous avez vous-même des comptes à nous? Alors Perline met un petit cœur, elle est toujours là. Et voilà, bonsoir Rebelle Yoda, qui nous dit qu'il est en lurk ce soir. Bravo pour ce stream, et ben avec plaisir Rebelle Yoda. De toute façon, tu sais, les replays des causeries sont sur YouTube. Alors une fois encore, même si c'est de niche, même si c'est confidentiel, en tout cas, on essaye. Voilà. Alors Ezekiel nous dit, moi j'adore le compte Insta de Lettres Daily. Ok. Vous connaissez? Ça vous dit rien? Eh ben voilà. Ça me dit rien, il faudrait que je Eh regarde, ben, mais je vais le noter. il faudra regarder. On passe à la troisième partie de cet échange. Alors pour ceux qui sont arrivés en cours, hein, la première partie évoquait davantage la partie, enfin la facette, on va dire, influence, passion littéraire de Julien Aubert. Ensuite, donc deuxième partie, son compte en particulier. Donc Yul Bartol, est-ce que Mama, tu peux nous mettre le lien vers le compte de Julien, s'il te plaît, pour qu'on puisse voir un petit peu voilà, ce qu'il y a à l'intérieur et qu'on puisse le suivre évidemment de manière plus collective. Et puis la troisième partie, elle porte davantage sur l'aspect profession, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui souvent interroge merci Mamat, interroge les viewers aussi. Vous avez donc été libraire, si j'ose dire, dans une vie antérieure. On en a pas mal parlé ce soir, mais qu'est-ce que ce métier vous a apporté et surtout, pourquoi vous l'avez délaissé? Ah, je pose des Alors, ce bonnes qui m'a... questions. Ah là là, J'adore, après le j'adore. soupir, il y a le hochement de tête. J'adore. Alors, on y va. Vous Alors, avez 4 heures. bon ouais, mais je pense que 10 minutes suffiront. Non, très bien. Mais très honnêtement, le métier de libraire, clairement, il m'a donné du sens. Il m'a confronté, il m'a permis d'être, entre guillemets, ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire quelqu'un quand même de très fier de son métier, de son cheminement. Voilà, comme je disais, j'ai commencé en bossant à l'usine. Et voilà, j'ai une petite pensée pour Joseph Pontus, voilà, Ouais. pour son truc Non, mais à la je ligne. suis fan. Bon, on va couper là. Non, je suis fan. Joseph Pontus, c'était... Je l'ai découvert, il est mort 6 mois après quand même, hein.
C'est Ah terrible, oui. hein. À la ligne, c'est vraiment un ouvrage qui m'a fascinée. Alors j'avais pourtant, hem, comment dire? Pas spécialement lu d'ouvrages qui avaient cette relation avec, alors j'ai le travail à la chaîne ou l'industrie, il y avait, il y a Metz aussi, hein, je crois, Thierry Metz, je me trompe pas. Heu, voilà et puis j'ai lu Pontus après et voilà, je l'ai beaucoup suivi et il est mort très, très vite ensuite et à la ligne Mm. m'avait fait je revois exactement où je le lis, quand je le lis, comment je le lis, enfin c'est absolument Ouais. incroyable, ouais. Mm. Donc ouais, je comprends la ref à Joseph Pontus, ouais. Ouais, le petit clin d'œil à Pontus. Et aussi, un peu plus tard, j'avais lu Timothée Desmeyer, je crois, chez Asphalt, Ah, qui je avait connais écrit des pas. bouquins autour du monde de l'usine et du travail. Enfin, moi, c'est un sujet qui me plaît bien. Timothée Justement parce que Desmeyer, je crois, Demei2Ler, mais en fait, peut-être que j'écorche son nom de famille. Mais je me souviens avoir lu de très belles choses aux éditions Asphalt. Il faudrait que je revérifie. Mais en tout cas, évidemment, quand j'ai quand je suis sorti de l'usine et que je suis arrivé en librairie et que j'ai eu une responsable qui me dit bon, il va y avoir du travail, t'es passionné, mais il va y avoir du boulot. J'ai eu vraiment le sentiment d'un coup qu'on me donnait quelque part une forme de bouée à laquelle m'accrocher. Donc quelque part, euh, j'ai été très fier de faire ce métier pendant 15 ans, quand même. Pourquoi je l'ai délaissé? C'est parce que tout simplement parce que j'avais le sentiment quand même d'avoir, comment dire, pas tout découvert, mais on va dire quand même beaucoup expérimenté ce métier-là. Il y a des choses qui sont très bien dans ce métier. Le fait de faire découvrir, moi, ma plus belle victoire, ça a été le jour où j'ai vu une maman arriver avec un gamin, un Golgoth de 15 ans qui me dépassait de 2 têtes et qui me dit, bah en fait, vous voyez ce petit, bah en fait, bah, vous lui avez conseillé des livres il y a 10 ans et en fait, bah aujourd'hui, je vous le présente parce que c'est grâce à vous si aujourd'hui c'est un passionné de littérature. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, bah ah, tiens, j'ai eu peut-être un petit rôle quand même à jouer dans la vie de quelqu'un. Donc ça, c'était quand même une forme d'émerveillement. Moi, j'ai des histoires de dingue, comme un, un monsieur qui venait une fois par an avec un fichier Excel imprimé. Il faisait les cadeaux de Noël pour sa femme. Il disait, il prenait rendez-vous avec moi. Il faisait en sorte que je sois là le jour où il passait. Et il me disait, bon bah voilà, bah en fait les livres que vous m'avez conseillé dernière, elle a lu ça, elle a aimé, avec des petites étoiles, des petites choses. Et en fait ce lien-là, il m'a suivi d'une librairie à l'autre. C'est-à-dire que quand il a appris que j'avais changé de librairie, il est venu sur cette librairie-là. Et en fait pour moi, ça c'est quand même quelque chose de très fort. C'est que ça va au-delà du simple rapport de commerçant en fait à client. On est dans un rapport humain. Voilà, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce métier. Un métier quand même il faut quand même, là je me permets de le dire, c'est un métier qui est dur quand même, il faut le savoir. C'est un métier qui est quand même très ingrat. Je parle par exemple, ce qui n'a pas été mon cas, mais de gens qui sont dirigeants de librairie, où en fait on gagne pas vraiment beaucoup dans ces métiers-là. C'est vraiment un métier qui est difficile, qui est très complet, c'est-à-dire qui demande vraiment des capacités en termes de gestion, des capacités de commerçant, une forme quand même d'agilité, quoi, quelque part intellectuelle, puis aussi une flexibilité. Et voilà. Et en fait, moi, ce qui a fait que j'ai d'un coup décidé de changer, c'est parce que j'ai senti que j'avais une certaine appétence pour le côté commercial et surtout, j'aime beaucoup raconter ma vie. Et le métier de représentant, bah, c'est parfait. En fait, au lieu que je gonfle simplement quelques clients dans ma petite région, bah, en fait, là, j'élargis le prisme et donc je vais rendre visite aux librairies de ma région, voilà, et aux libraires de ma région, à qui je lave les oreilles en expliquant que mes livres sont les meilleurs. Et voilà, et ça me plaît beaucoup. D'où ma question suivante. Alors c'est formidable, on s'est pas consulté, mais ma question suivante porte justement sur votre métier actuel. Alors la Familia pose une question. Est-ce qu'Amazon a fait des dégâts qu'on peut s'imaginer sur ce commerce? Évidemment. C'est un acteur comme un autre. C'est vraiment, mais par contre, c'est un acteur qui est vraiment titanesque. Et en fait, l'arrivée d'Amazon a nécessité quand même une forme d'adaptation pour les libraires. Mais en fait, le problème, c'est que malheureusement, il y a un peu quand même une question de loi du plus fort. Donc en fait, ceux qui s'en sortent le mieux,
dans ce combat en fait contre Amazon, bah, c'est souvent quand même les grandes distributions spécialisées, donc les gros groupes, par exemple, voilà, Cultura ou Fnac, parce que bah, ils ont une force de frappe qui est plus, en tout cas, plus importante. Mais oui, c'est évident que Amazon, en tout cas, a changé le paradigme dans notre consommation. Aujourd'hui, les gens, de toute façon, cherchent l'immédiateté. Il faut savoir il y a quand même une notion aussi qui est importante dans le monde de la librairie, c'est la notion de stock. En fait, quand on va dans une librairie et qu'on veut un livre précis que le libraire ne l'a pas, bah, ça veut dire que bah, le libraire va lui dire bah, je commande, donc il faut attendre pour avoir le livre. Et que le nerf de la guerre, c'est la rapidité de livraison, la rapidité d'exécution, et que bah, en fait, on a en face aujourd'hui plus des clients enfin des lecteurs qui en fait ont entre guillemets le destin de leur livre entre les mains de leur libraire, mais des gens qui peuvent dégainer un smartphone, avoir ce réflexe d'aller voir un petit peu s'ils peuvent pas l'avoir plus vite et se faire livrer très rapidement. Donc oui, c'est évident, ça fait du mal au commerce de la librairie. Et que pour que la librairie fonctionne encore, bah, il faut qu'elle se différencie, il faut qu'elle ait une identité forte, il faut qu'elle soit, enfin, voilà, qu'elle soit quand même au centre du tissu social, c'est important. Et il faut soutenir les libraires indépendants. Et je pense que Perline, qui est dans les environs, ne dira pas le contraire. Et j'ai reçu il y a quelques semaines Tristan Saul, hein, qui est auteur donc de romans noirs et qui est publié au Cartanier éditeur et qui est aussi libraire indépendant dans la grande librairie Oblique, si ma mémoire est bonne, à Auxerre, donc en Bourgogne. Alors, deux questions posées. Ézéchiel dit de fait, que pensez-vous aussi des livres audio? Alors le livre audio, c'est quelque chose qui a longtemps été de niche, selon moi. Enfin, moi, je me souviens des livres audio CD, mais bon, j'en vendais quand même très très peu quand j'étais libraire. Aujourd'hui, il faut faire attention aux livres audio parce que ça devient vraiment quelque chose qui est en train de déferler pour deux raisons. C'est que déjà, maintenant, ils ouvrent les accès à Spotify. C'est un truc tout bête, mais maintenant, quand on a un compte Spotify, on peut écouter des livres audio. Donc, et des livres vraiment de tous bords, hein, de toute maison d'édition. Hein. Ils savent que, enfin, en tout cas, je pense que enfin là, je parle sans savoir. Attention, j'ai pas de déco là-dessus. C'est vraiment ma propre expérience, ma propre vision. Mais je pense que c'est un marché d'avenir pour justement les gens qui n'ont pas le temps, les gens qui sont en voiture, les gens qui sont par exemple dans le métro. Moi, j'entends de plus en plus de gens de nouvelle génération quand ils me parlent d'un livre qu'ils ont lu, ils me disent ah non, lui, je l'ai écouté, par exemple. Donc il y a quand même des petits réflexes qui sont en train d'arriver. Alors je ne sais pas si ça prendra une énorme part, mais je pense que voilà, c'est quand même quelque chose qui va à terme se développer. Et enfin, j'en sais quelque chose puisque moi j'utilise le livre audio un petit peu, même si j'ai du mal à m'y mettre parce que je suis aussi un boomer. Mais quand je suis en voiture, quand sur mes longs trajets, il m'arrive d'écouter effectivement des textes parce que pour gagner du temps, et puis pour faire autre chose que d'écouter toujours les mêmes musiques, tout simplement. C'est ce que Ézéchiel dit. Moi, je me sers des livres audio quand je fais du sport. Et Perline est toujours là et nous dit d'autant que c'est pas plus cher chez les libraires. Donc, en fait, finalement, c'est le temps maintenant qui devient une denrée spécifique. Hein. C'est-à-dire qu'en effet, si on n'a pas, alors on parlait tout à l'heure de la polyvalence nécessaire des libraires et notamment dans l'aspect gestion de stock et dans l'aspect logistique, flux tendu où justement on doit avoir systématiquement, où on essaye d'avoir systématiquement, potentiellement ou d'anticiper ce que peut demander le client ou le lecteur, hein, comme dit Perline. En effet, même si on n'a pas le stock, on peut quand même commander et en effet, elle le précise, c'est pas plus cher chez un libraire. Par contre, ce qui coûte cher en fait maintenant, c'est le temps en fait, hein. C'est-à-dire que on va dire c'est le paramètre final qui fait qu'on va ou rester chez son libraire ou ne pas vouloir attendre et puis en fait paradoxalement mettre l'ouvrage sur sa pile de lecture qu'on lira dans 6 mois. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté en fait d'avoir l'ouvrage mais pas forcément de le posséder. On parlait tout à l'heure du livre comme objet de décoration, comme objet très simplement possédé, hein.
Et nécessairement, comme dit Perline, c'est pas parce que on attend une commande chez le libraire que ça va être plus cher que chez Amazon. De fait, vous l'avez un petit peu évoqué, je continue notre discussion. Euh, Aujourd'hui, vous êtes représentant pour un groupe d'éditeurs. Est-ce que vous pourriez de fait nous expliquer en quoi consiste votre métier, votre quotidien, pour quel type d'éditeur travaillez-vous et comment ça fonctionne en fait? Alors déjà, première question, c'est est-ce que je peux faire du name dropping? Allez-y, c'est parti. Ok. Donc moi personnellement, je suis représentant donc, pour une société qui s'appelle Dilisco. Donc qui veut dire en fait bon, j'ai appris ça quand j'ai intégré l'entreprise, mais ça veut dire distribution de livres scolaires parce que dans son historique, il faisait cette distribution effectivement très spécifique du livre scolaire, qui a un marché particulier. Là aujourd'hui, je suis représentant, je fais 3 catégories de livres. Je fais de la littérature, du parascolaire et de la jeunesse. C'est-à-dire que vraiment mon champ à moi d'expertise, entre guillemets, quand je travaille, c'est vraiment ces 3 secteurs-là. Donc concrètement, comment ça se passe? J'ai un portefeuille de clients, à peu près une centaine de clients, avec qui je prends rendez-vous et à qui je rends visite. Et à l'occasion de ce rendez-vous, je vais lui présenter les nouveautés qui seront en fait présentées pour 2 ou 3 mois après. Donc voilà, en fait, je fais un travail en amont, qui est un travail invisible de présenter ce que mes éditeurs en fait vont vouloir publier. Et en fait, le travail de représentant, c'est celui de négocier avec le libraire, de lui donner envie en fait de prendre les livres de mes éditeurs, peut-être plus que ceux des autres, via, on va dire, un argumentaire qui est le mien, qui est celui de la maîtrise des résumés des livres, l'utilisation de certains arguments commerciaux. Voilà, donc c'est vraiment de la négociation, de la persuasion, et en même temps, ce qui est intéressant avec ce métier, c'est qu'on est autant en fait, nos clients, on en a 2 typologies différentes. Nos clients, c'est autant les éditeurs pour lesquels on travaille, parce qu'en fait, on les représente, c'est le cas de le dire, que nos libraires. Notre intérêt, c'est que nos libraires aient les bons livres au bon endroit, au bon moment, et évidemment, qu'ils puissent les défendre et qu'il y ait des ventes. Notre objectif, c'est ça. Donc on a vraiment une double casquette, et en fait, on a un vrai rôle d'intermédiaire quand on passe en librairie. On a vraiment un rendez-vous qui dure entre 1h30, 2 heures. Enfin, ça dépend un petit peu du catalogue et évidemment de notre organisation et de notre style de travail. Et on a vraiment ce travail de porter la bonne parole, la parole aux libraires pour qu'ils puissent défendre nos livres derrière. Voilà. Et en termes de name dropping, là, je vais en faire un peu, mais je travaille notamment pour Magnard. Je travaille sur le parascolaire. Je travaille pour Circonflexe en jeunesse. Enfin, j'en donne quelques-uns comme ça. Et en littérature, bon, il y a les éditions de Charleston qui sont un petit peu connues, mais j'ai une nouvelle maison d'édition. Par exemple, là, j'ai une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Le Soir Venu, que je défends vraiment de manière de manière très enthousiaste, parce que je pense qu'il y a un énorme potentiel dans cette maison. Parce que voilà, on sent qu'il y a quand même une volonté de faire quelque chose de nouveau, donc forcément, moi, la nouveauté, comme vous l'avez deviné tout à l'heure, quelque chose que j'aime, donc voilà, ça me donne envie de les défendre. Voilà. Ok. Et alors, une autre question piège, alors j'en ai posé un peu ce soir, alors c'était pas des questions pièges, enfin je sais pas si vous l'avez perçu comme étant des questions, vous les avez perçues comme étant des questions pièges, mais est-ce que quand on passe de la passion au commerce, alors il faudrait pas que je fasse ce biais-là, enfin c'est peut-être une fois encore un peu caricatural, mais dans les livres que vous vendez, est-ce que certains ne vous intéressent pas? C'est-à-dire, en fait, est-ce que vous devez convaincre? Là, est-ce que oui, je sais, c'est compliqué mes questions, mais est-ce que, enfin, moi, en fait, j'essaie de me mettre à votre place, c'est-à-dire que, Oui. voilà, on a la passion des livres, et puis à un moment donné, on a la passion de la négociation, du commerce, du fait de vouloir, comme vous disiez tout à l'heure, mettre le bon livre au bon endroit, sur la bonne, sur le bon état, là, on n'appelle pas ça comme ça, sur la bonne table, comme vous disiez tout à l'heure. Ouais. Mais moi, si je me mets à votre place comme ça, spontanément, je me dis, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas ce travers, je ne sais pas comment dire ça, où je vais vendre des livres je vais essayer de vendre des livres qui ne m'intéressent pas, en d'autres termes, est-ce qu'il n'y a pas
des concessions intellectuelles nécessaires dans le métier que vous faites? En fait, je vais prendre simplement l'image de mon ancien métier qui est celui de libraire. Mmh. En fait, moi, je pars du principe qu'un libraire, dans la majeure partie du temps, c'est un commerçant. Mmh. Et donc, il part du principe que, en fait, même si on a parfois un côté où on a envie de revendiquer certains livres, on a quand même, entre guillemets, l'obligation. Je mets des guillemets parce que, en fait, il n'y a pas d'obligation, mais l'obligation de mettre à disposition, en fait, les livres pour tout le monde. Sous-entendu, je suis convaincu qu'il faut fermer de porte à personne et que, en fait, même si moi j'ai un avis qui est le mien autour de la littérature, en fait, c'est pas moi qui détiens la vérité et c'est surtout qu'aujourd'hui on a des gens qui ont besoin de certains livres que moi je vais pas forcément aimer et il faut aussi, comment dire, nourrir quand même leur imaginaire. Donc si par exemple demain je ne défendais que, soit en tant que libraire, soit en tant que représentant, que les livres que j'aimais, en fait, ça veut dire que je me serais trompé de métier. Parce que je considère que je ne suis pas là pour formuler un jugement dans mon métier, parce que je suis pragmatique et je pars du principe que je défends des éditeurs. Donc voilà. Et en fait, c'est un peu ce côté, l'image entre l'avocat et le procureur. En fait, on est avocat, Ouais, donc on vous êtes jugé défend en fait. parti, ouais, c'est ça, hein. Voilà, ça n'empêche pas que j'ai mon avis sur la question, ça n'empêche pas que de temps en temps, je vais peut-être un peu mettre le doigt en disant ah ouais ça c'est vraiment vraiment génial, vas-y. Et justement, enfin, personnellement, j'ai quand même une forme de comment dire euh, des principes en tout cas qui font que je suis respecté en tant que représentant parce que bah en fait je suis pas un marchand de tapis. J'ai un profond respect pour ce que je vends. Et je suis heureux de me dire que des livres rencontrent du succès et donnent du plaisir aux gens. Et même si c'est ceux que je n'aime pas, enfin, au contraire. C'est Voilà. beau, c'est une merveilleuse réponse, ça. C'est une merveilleuse réponse. On arrive sur la fin de cette causerie. Il me reste 2 questions à vous poser, en plus sans doute peut-être de celles du chat. Bon, bienvenue, le paladin breton. Oh là là, quel pseudo, bien le bonsoir. La Familia dit, puis un livre, c'est des industriels du papier, des illustrateurs, des imprimeurs, des auteurs, dont il faut défendre le métier qu'ils font honorablement. Et Perline ajoute, un représentant sait adapter son argumentaire tout en gardant une honnêteté intellectuelle. Alors c'est marrant, Perline, que vous disiez ça, parce que je crois que ce qui caractérise cette chaîne et ma personne, c'est bien l'honnêteté intellectuelle. Donc en fait, là, vous avez mis l'accent sur quelque chose qui me semble tout à fait nécessaire et qui, je crois, caractérise tous les invités que j'ai dans ces causeries. Avant-dernière question, donc, est-ce que vous avez un projet qui est lié au monde du livre? Donc là, on essaye de se projeter un peu plus que dans votre quotidien, que vous aimeriez concrétiser. Alors, je ne sais pas, est-ce que on parlait de publication tout à l'heure de vos écrits, même si on a compris que c'est peut-être pas pour l'instant, tant que la valeur ou la perfection ne vous apparaîtra pas au grand jour, comme on le disait tout à l'heure. Un podcast, réouvrir une librairie. Est-ce que là, pour l'instant, vous êtes dans quelque chose qui vous convient professionnellement? Et si vous avez le futur projet littéraire, est-ce qu'on pourrait en être les témoins? Alors déjà, une première chose, c'est que je pense que vraiment la clé du bonheur se situe pas forcément dans un métier ou dans... Enfin, en fait, si demain je peux être heureux en réalisant que je peux aller sur les marchés vendre des fruits et légumes, je le ferai. En fait, moi, j'ai vraiment ce besoin simplement d'être épanoui dans ce que je fais. Alors, évidemment, j'entends pas quitter le monde du livre parce que c'est un monde que j'aime profondément. Je pense que dans le meilleur des mondes, si ma vie me le permet, en tout cas si mon cheminement me le permet, moi j'aimerais beaucoup un jour, pourquoi pas faire des ateliers d'écriture, parce que j'ai fait aussi des ateliers d'écriture quand j'étais plus jeune. J'aimerais beaucoup soit dans les univers hospitaliers, soit dans les prisons, ça j'aimerais beaucoup. Voilà, je pense notamment à René Frény, qui est un auteur qui justement a fait ça, et d'ailleurs qui peut être très très proche d'un Christian Bobin. Au niveau du style. Mais vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'inspire. Et puis, non, en fait, je me laisse porter, on verra. Si un jour je me sens assez bon pour écrire quelque chose, aller au bout
bah, pourquoi pas. Si, en tout cas, voilà, moi, ma situation professionnelle me convient, mais je ne ferme aucune porte. Voilà. Donc le projet, c'est de rester comme on est. Le projet, c'est de rester dans ce qui fait sens, mais sans jamais rester quand même ancré au même endroit. Sous-entendu, toujours chercher quand même à s'améliorer et à évoluer. Ok. Dernière question, est-ce que justement il y a une question que je n'ai pas posée ce soir et à laquelle pourtant vous auriez aimé répondre? Pourtant j'en ai posé des questions, je vous ai Non, cuisiné pendant 1h30. Donc là, voilà, avant de passer peut-être aux questions du chat, avant de conclure, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai raté? Est-ce qu'il y a une question que j'ai pas posée, que j'aurais dû poser, que j'aurais pu poser? alors là, comme ça à froid, je vois pas. Mm. Je dirais que si par exemple, alors j'aime bien jouer à ce jeu-là, inverser les rôles, Mm. et me dire, bah, tiens, si j'étais à votre place, J'aime quelle pas ça, question moi. j'aurais Oui, alors, posé. on y va? Non, mais moi, Oui. je Mm. vais vous poser une question, c'est quelle est pour vous, comment dire, peut-être la personne idéale à interviewer? Est-ce que ce Ah, serait Augustin Trapenard? non. Et ouais, moi j'aurais fait ça. Alors oui, voilà, justement, en fait, vous avez anticipé une question que j'avais envisagée, mais que je n'avais pas notée. Qui Mm. j'invite pour ma prochaine causerie? Ah, c'est à moi de répondre. Ah oui, je me Alors, débrouille là, bien. je Oui, voulais faire une oui, prise de oui. judo, mais en fait, Ah la oui, prise non, de non, judo, c'est ça. Du coup, c'est Hippon, là. C'est moi qui gagne. C'est bon. Alors, bah, qui j'invite pour mes je pense prochaines causeries? Alors, s'il y a vraiment qu'on- quelqu'un, voilà, quelqu'un ou quelqu'une, hein, peu importe, que je pourrais voilà, interviewer pour mes prochaines causeries, ce serait qui? Alors, moi, il y a deux choses enfin, en tout cas, Mm, deux choses qui pourraient être intéressantes, mais mm, bon, il y a eu un spoil tout à l'heure, mm, mais je pense qu'effectivement, un éditeur, mm, ce serait chouette. mm. Donc, forcément, si je disais vraiment un éditeur, je pense évidemment à David Ah, Molmans, David, mais ouais. je pense aussi parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mm. Voilà, s'il m'écoute, je pense pas, mais en tout cas, voilà. J'essaierai de le croiser au salon du livre là, qui a lieu bientôt. Là, je vais essayer de l'attraper. Mais Mais en tout cas, il sait qui je suis normalement, enfin lointainement, bon, mais ça va. normalement il sait qui je suis. Euh, Mm. Sinon, oui, un éditeur, ça serait très bien. Moi, vraiment, il y a des éditeurs vraiment qui sont très intéressants. Évidemment, je pense à Dominique Borde aussi. Parce que donc, Dominique Borde, c'est celui de Monsieur Toussaint Louverture. Mm, Pardon, je mm, vous ai pas dit. mm, mm, Ou Oliver Gallmeister, par exemple, aussi. mm. Je pense que ça pourrait être vraiment quelque chose de très sympa. Surtout, en fait, il faut aller. Ce qui est intéressant avec ce genre de personnalité, c'est que ce sont des gens vraiment qui incarnent, entre guillemets, leur métier. Ou alors, peut-être aller chercher. Vous avez déjà un petit peu questionné vraiment des lecteurs, des Instagrammeurs très. Avec une grosse communauté. Mm. C'est vous? Ah, bah oui. Énorme Mm. communauté. Mm. Mais ouais. Ok. Et dans ces cas-là, oui, je reviendrai sur les références que vous avez citées tout à l'heure peut-être et je pourrais aller chercher de ce côté-là. C'est ça? Mm. 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 Ok. Alors écoutez, pour la prochaine causerie, alors ça ne sera pas un éditeur, je retire mes écouteurs parce qu'il faut que j'aille chercher l'ouvrage. J'espère que ça vous a plu le chat. Si vous avez des dernières questions à poser à Julien Aubert, allez-y, n'hésitez pas, pour qu'on puisse ensuite le libérer. Et moi, en attendant, je vais chercher 2 ouvrages et vous allez comprendre pourquoi. Alors, le chat ne s'agite pas, mais Gavark nous dit très intéressant à suivre pendant que je bossais la Familia. Trouvez-vous que la création évolue au même titre que notre société? Alors, la Familia, qu'est-ce que tu entends par création? Création littéraire, sur les thématiques qui sont abordées. Moi, j'ai pas voulu tout à l'heure rebondir sur l'idée de romance, hein. La dernière fois que j'ai streamé, alors c'était pour un jeu indé, et souvent quand je joue, on parle malgré tout littérature ou culture, et on évoquait justement ces nouveaux genres ou des genres que moi je n'ai jamais lus et sur lesquels je n'ai pas
comme on disait tout à l'heure, de jugement particulier. Un, parce que j'y connais rien. Deux, parce que je les ai pas lus. Et trois, parce que de toute façon, à partir du moment où ils intéressent des lecteurs, comme on disait tout à l'heure, j'ai pas d'avis, enfin voilà, ou d'évaluation en tout cas à donner. On parlait de dark fantasy, on parlait de romance, il y a de la young romance, non c'est pas ça, enfin je sais pas, il y a quand même une démultiplication aussi des genres, non, qui apparaissent quand même dans le milieu éditorial. Est-ce que ça trouble pas aussi ça un petit peu les lecteurs? Non, pas nécessairement. Alors, il y a un vrai sujet. En fait, là, il y a deux sujets hyper intéressants. En tout cas, le premier qui est celui des phénomènes éditoriaux, qui est celui des genres. En fait, aujourd'hui, enfin, voilà, enfin, je pense que ça a toujours existé d'aller chercher des catégories de genre ou de littérature. Enfin, il y a quelques années de ça, on a parlé par exemple, suite au phénomène Twilight, de la bitlit, hein, de la littérature de ce genre-là. Enfin, je pense que quoi qu'il arrive, de toute façon, ce qui est compliqué, c'est que vu qu'on associe l'idée de la création avec l'idée du commerce, automatiquement, il y a les travers de cette notion de commerce. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes. Donc, il y a un phénomène manga, il y a un phénomène aujourd'hui sur la romance. En soi, on pourrait peut-être voir ça d'un mauvais œil. Moi, je pars du principe que ça veut simplement dire que la culture est plutôt protéiforme, qu'elle est en constante évolution et qu'elle suit aujourd'hui des logiques de marché. Ça implique que, en fait, quand on est dans ce monde-là de la création, il faut malheureusement soit suivre ce mouvement, soit rester soi-même et quand même essayer d'exister. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Mais effectivement, il y a un autre sujet là qui est en train de venir un peu sur la table. Je pense aux intelligences artificielles, qui est un vrai sujet. D'ailleurs, j'ai eu la chance de voir Alain Damasio, qui est un grand monsieur de la littérature, et aussi voilà, qui a un vrai avis là-dessus. Il y a vraiment, vraiment quelque chose qui est en train de se jouer autour de l'IA, que ce soit au niveau de la création, je pense, couverture, au niveau du texte, de l'écriture. Je me demande dans 10 ans ce que ça donnera. Je pense que c'est pas tant en fait les nouveaux genres qui vont arriver, qui seront dangereux, mais plus effectivement l'utilisation de ces intelligences artificielles s'il n'y a pas soit une éducation des consommateurs, soit en tout cas ou peut-être une régularisation, enfin une régulation pardon de ces phénomènes-là. Et de toute façon, à partir du moment où on met entre les mains des outils autour de la création, il y a forcément des questionnements qui se font. On a pensé à Internet, enfin, il n'y a pas si longtemps, Internet n'existait pas. On y a vu évidemment beaucoup de choses qui pouvaient être négatives, mais aussi beaucoup de perspectives dans notre quotidien, voilà, qui peuvent nous aider. Je pense qu'il faut simplement voir ce progrès comme un progrès, mais sans être naïf pour autant, et être quand même méfiant. Donc, mais bon, là-dessus... Pardon. Oui, non, c'est moi, pardon. On n'a pas forcément les clés. Et ce que Alain Damasio dit, justement, parce qu'il avait écrit son dernier Dans la vallée du silicium, qui dit, c'est que de toute façon, un progrès en marche, on peut pas forcément aller contre. Donc on peut, par contre, s'éduquer au maximum pour essayer de contrecarrer, on va dire, les effets néfastes de ce progrès. Alors c'est ce que j'allais dire, j'allais résumer en disant pondérer et former, en fait. Pondérer, informer et former. La question qui se pose, hein, que vous posez pour l'aspect littéraire, monde éditorial, etc., se pose évidemment dans mon monde à moi, qui est l'enseignement, notamment l'enseignement supérieur. Voilà, sur la manière dont on peut intégrer l'IA sans que ça devienne une béquille, hein, j'ai envie de dire intellectuelle, hein, que ça soit un outil, ça pose pas de souci particulier, mais que ça devienne une sorte d'élément qui vient supplanter la pensée. Là, pour le coup, ça pose problème. Donc la Familia, j'espère que Julien a répondu à ta question sur sur l'évolution de la création, notamment sous l'angle thématique. Alors c'est vrai que nous on a parlé de l'évolution sous l'angle générique. Le Paladin nous dit: ma femme fait des reviews de livres sur Insta.
avec un blog, et c'est ensuite publié sur Babelio ou Fnac, et je trouve ça chouette. Et ben le Paladin, je sais pas si tu peux nous jeter un lien vers les reviews des livres sur Insta de ta femme, et n'hésite pas en tout cas si tu peux le faire. Et la Familia parle aussi de la longueur des récits. Oui, c'est une vraie question. Est-ce qu'on va vers du plus en plus court? Moi, j'ai pas l'impression là pour le coup. Est-ce qu'on va vers du plus en plus court? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, sous-entendu, dans certains genres, certaines catégories, on va plutôt préférer des énormes pavés pour justement se dire, tiens, on va justifier notre investissement. Je pense à certaines catégories comme les romans historiques, voilà. Mais il y a des textes qui sont courts et fulgurants, puissants. Donc non, il n'y a pas forcément... Non, il n'y a pas forcément de tendance. Enfin, en tout cas, j'ai pas le sentiment qu'il y a une tendance autour de ça. Et il n'y a pas de regain non plus générique, hein, comme on disait tout à l'heure. Il y a vraiment la création de nouvelles catégories, en fait. Voilà, Oui. des catégories qui sont très identifiées, j'ai l'impression, et qui sont de fait très, comme toute catégorie, critériées. Hein. Mais il n'y a pas, comment dire, enfin moi je sais pas, j'ai pas le même regard que vous. Hein. On reste quand même dans un... Alors il y a Rebelle Yoda qui dit les nouvelles catégories, est-ce que ce n'est pas une forme de recommandation d'un type de livre comme un conseil de livre à lire parce que l'on a aimé? Non, ce qu'on appellerait nouvelle catégorie, c'est peut-être le fait de vouloir sortir. Alors là, je me permets, Julien, hein, c'est peut-être le fait de Bien vouloir, sûr. c'est le fait de vouloir sortir. Alors moi, j'ai travaillé beaucoup en théorie des genres, hein, d'accord, c'est-à-dire finalement, voilà, le roman, la poésie, le théâtre, l'essai, et puis ensuite, voilà. Et finalement, la question aujourd'hui qui se pose, c'est que la théorie des genres au XXe siècle veut justement brouiller les limites et brouiller ce cloisonnement entre les genres, ce qui va faire qu'on va finalement partir du principe que le roman va venir englober tous les genres, type théâtre, type poésie, etc. Ce qui va faire que on va partir du principe que le journal intime ou le journal personnel, comme on dit aujourd'hui, va éclater pour faire entrer en son sein de la littérature plus, on va dire, notulaire, où on va supprimer la référence aux dates, etc., comme on peut trouver dans un journal personnel classique, dont le Parangon est par exemple le journal de Gide. Donc normalement, n'importe quel théoricien des genres vous dirait que le XXe siècle, c'est l'éclatement des genres. Et si justement la volonté de certains écrivains, en tout cas canoniques ou patrimoniaux, de ne plus vouloir justement rentrer dans une catégorie. Avec ce paradoxe, je trouve aujourd'hui qu'on cherche à recréer des catégories, alors je sais pas, hein, Julien, peut-être je me trompe, hein, mais à recréer des catégories qui sont autres, qu'on va considérer annexes et surtout qui vont venir cibler un type de lecteur spécifique. Hein. Là aussi, peut-être que je me trompe, mais ça revient complètement... à ce que disait Julien tout à l'heure sur l'idée de on est dans un commerce. Donc en fait finalement est-ce que on écrit et après advienne que pourra sur le public qu'on va toucher, ou est-ce que on écrit pour un public qu'on souhaite toucher? Je sais pas, peut-être que je me trompe aussi là encore, mais j'ai l'impression que finalement, moi en tout cas dans les auteurs que j'ai étudiés, hein, qui sont voilà des auteurs on va dire tout à fait classiques du XXe siècle, parce que ça se voulait ma spécialité. Mais j'étais en travaillant sur ce qu'on appelle la pragmatique de la littérature, donc en fait sur l'aspect, la troisième dimension de la littérature, c'est-à-dire non pas l'aspect préparatoire, donc l'avant, non pas l'aspect ensuite écriture en tant que telle, puis la mise en texte, puis la mise en publication, mais bien la troisième partie, c'est-à-dire la dimension pragmatique, à savoir qu'est-ce qu'on fait du lecteur. Dans les auteurs sur lesquels, enfin en tout cas concernant les auteurs sur lesquels j'ai travaillé, la question du lecteur se pose finalement assez peu. Hein, c'est-à-dire quel lecteur je vais toucher. C'est-à-dire qu'une fois que le texte est produit, une fois que l'ouvrage est publié, j'ai envie de dire c'est pas que le texte n'existe plus, c'est pas que le lecteur n'est plus envisagé, ce n'est pas que des auteurs, alors je pense à Duras, Yourcenar, etc. C'est pas que ces auteurs ou ces autrices là ne considèrent plus leur lectorat, c'est pas vrai, mais en tout cas elles n'en font pas un élément déterminant au moment de l'écriture.
Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que là, ce qui évolue, en tout cas, alors au-delà de l'aspect influence, de l'aspect, en effet, je recommande, je sais pas en ce moment, c'est quoi là? C'est la femme de ménage? Non, il n'y a pas un truc avec ça, là, il n'y a pas une grande mode. Enfin, voilà. Au-delà du fait que l'influenceur ou l'influenceuse va recommander un texte et que finalement, quand on arrive en librairie, ça n'est pas pour errer, ça n'est pas pour flâner, ça n'est pas pour butiner, mais c'est pour avoir ce texte en particulier ou cet ouvrage en particulier. J'ai l'impression que donc au-delà de cet aspect très, on va dire, restreint en fait de la relation même du lecteur ou d'un futur lecteur au texte en particulier, il y a aussi cet aspect-là qui consiste à dire j'écris pas pour écrire, mais j'écris pour quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, enfin, je sais pas si j'arrive à l'exprimer correctement, mais bon, voilà. Donc, quand on parle de nouvelles catégories, Rebelle Yoda, c'est peut-être sur cet aspect où, en fait, après l'éclatement des genres au XXe siècle, on arrive maintenant à un moment où on est davantage dans la recatégorisation et où il faudrait enfin, systématiquement, ou en tout cas dans certaines, voilà, alors toujours pareil, catégories, certaines maisons d'édition, etc., créer un espace spécifique pour un lecteur spécifique. Et c'est parce qu'on cherche à viser un type de lecteur en particulier qu'on va déterminer des critères d'écriture particuliers. Et la Familia dit, doit-on vraiment écrire des livres avec des cahiers des charges orientés lecteurs? Mon avis est que c'est la cause principale de la nullité des productions, Netflix notamment, mais ce n'est que mon avis. Bon. Si je peux me permettre, oui. Je rebondis simplement sur l'idée de... En fait, il y a eu quand même un précédent assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu dans une logique de... Enfin, je parle toujours du lecteur, parce que c'est vrai que moi, je prends la chose de l'autre bout, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de celui qui écrit, mais je pars du lecteur. Le lecteur, aujourd'hui, c'est quand même souvent quelqu'un qui a du mal à parfois mettre 20 € dans un livre qui connaît pas. Et en fait, quelque part, je pense qu'il y a une forme quand même de lucidité qu'il faut avoir. C'est que les phénomènes comme la femme de ménage, c'est hyper rassurant, comme en tant que lecteur, de dire ah tiens, Bidule a aimé, donc oui, j'ai pas envie de rater le truc, c'est que ça doit vraiment être bien. Donc il y a un effet un peu de si vous avez aimé, vous aimerez, qui se fait un peu très Amazon, très algorithme aussi, encore une fois. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont un besoin d'appartenance. Et c'est pas pour rien, je pense, si aujourd'hui le phénomène de la romance cartonne. Aujourd'hui, quand on parle d'un livre de romance, on va les résumer pas à une histoire, mais on va résumer par des tropes. C'est-à-dire des thématiques très précises qui vont être identifiées par tout le monde. Donc des catégories, je pense à Enemies to Lovers, enfin voilà, ce genre de petites choses qui va tout de suite en fait rassurer l'acheteur, le lecteur, qui va se dire ok, bah, c'est exactement ce que j'aime, donc je vais l'acheter. Donc il y a un peu ce côté-là quand même. Donc il y a un biais qui est aujourd'hui intéressant à ce niveau-là. Et juste, je rebondis aussi sur l'idée des genres. En fait, vraiment cette idée qu'il y a une défragmentation des genres. Enfin, je sais pas comment on pourrait catégoriser. Mais j'avais eu un échange avec un éditeur où en fait on était en train de se prendre la tête à se dire est-ce que tel livre en fait il faudrait plutôt le mettre en roman policier ou en littérature, parce qu'en fait c'était un livre qui avait un peu des intrigues et il m'avait regardé, il m'avait dit mais on s'en fout ça en fait, enfin tant que les gens ils lisent et ils kiffent, enfin on leur demande pas plus, donc on est en train de se prendre la tête sur des choses qui en fait aujourd'hui on s'en fiche en fait. Et quelque part cette vision là est intéressante aussi, ça montre que on peut aussi jouer le côté, en fait, le sortir d'une catégorie. Et surtout, ce qui est important, c'est la vision de l'éditeur. C'est-à-dire que souvent, en fait, les éditeurs, ils ont une vision. Soit on a parlé de Monsieur Toussaint Louverture tout à l'heure par rapport à une idée de facture du livre, ce qui fait que ça a réinventé quelque part notre rapport au livre-objet. Soit par rapport à une philosophie de la maison d'édition, parfois une petite phrase, quelque chose qui voilà, permet de raccrocher quelque part une forme de sens au-delà d'une notion de genre. Et c'est aussi hyper intéressant. Enfin, voilà. J'ai plein de commentaires là, justement. Alors la Familia, j'ai lu
J'ai lu le commentaire, alors on parlait justement de quelque chose qui peut rassurer le lecteur. Rebelle Yoda dit si mon libraire me recommande un type de livre parce qu'il sait que j'apprécie et parfois il sait que j'aime le risque, il va donc me recommander quelque chose d'autre, de nouveau, etc. Donc on parlait de prise de risque tout à l'heure, mais la prise de risque, nous dit Cro, a un prix. Il dit j'ai un souci justement avec le prix, je suis presque toujours déçu des livres qui gagnent certains prix. On joue, c'est de la syllabse de Mm. sens, hein, car ils les gagnent et ils remplissent les critères demandés par le concours. Avant de comprendre ça, j'ai cru que je n'étais pas normale. Et Pépé Vmax Mhm. ajoute, puisqu'il revient là pour le coup sur notre thématique principale qui était la valorisation de la littérature sur Instagram, suivre des comptes Instagram plus intimistes, sans partenariat avec des maisons d'édition, est plus judicieux à mon sens. Les avis des gros comptes ne sont pas toujours sincères et ne mettent pas en avant des maisons d'édition plus petites qui regorgent pourtant de pépites. En effet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que quand je parlais de recommandations Bookstagram, sans évoquer forcément des communautés délirantes en termes de follow, de commentaires, etc. Est-ce qu'il y a des comptes justement, et je pense que Julien Aubert nous a bien aiguillé sur ce point, il y a des comptes qui visiblement, alors c'est pas visiblement, qui objectivement font ce travail à la fois d'analyse littéraire et en même temps de démocratisation, enfin je sais pas comment dire ça, c'est peut-être pas le bon terme d'ailleurs ce soir, mais voilà, donc j'ai un truc à vous lire, Philactu, Xanté Balios, Littérateur ou L'encre du Nostos, ce sont les 5 qui ont été évoqués ce soir. J'ai pris des notes car j'aime beaucoup quand on me donne plein de références que je ne connais pas. Donc en effet, PPV Max, je crois qu'on peut peut-être terminer sur ce point. Comme tout élément culturel, le livre reste à la fois un élément j'ai envie de dire d'intérêt, de passion, mais aussi de commerce. Et c'est ce qui a fait, je pense, on va conclure là-dessus, la valeur de notre échange ce soir, parce que grâce à vous, Julien Aubert, on a eu à la fois une vision qui est une vision intimiste, passionnée, personnelle, et comme je le disais en début d'émission, miroitante, parce que vous avez quand même endossé, on parle de catégories tout à l'heure, mais un certain nombre de costumes qui tournent toujours et encore autour du livre. Et puis en même temps, dans ces costumes, il y a aussi celui du prosélyte, j'ai envie de dire, ou de celui qui à la fois fait ce travail avec honnêteté intellectuelle, comme on le disait tout à l'heure, en son âme et conscience, c'est-à-dire à la fois dans une logique professionnelle, c'est-à-dire commerciale, où il faut forcément que le livre apparaisse, plaise et soit vendu et soit mis en avant, et en même temps en fonction des valeurs des valeurs littéraires, mais pas seulement, qui sont les vôtres. J'espère avoir résumé un petit peu notre conversation et de ne pas avoir trahi votre l'art et la manière dont vous nous avez parlé du livre ce soir. Merci beaucoup. Nous avons été, ma foi, fort nombreux. C'est pas très souvent pour ces causeries. Là, ça fait deux jours de suite que qu'il y a beaucoup de monde sur ce stream, et ça me touche beaucoup, d'autant plus que cette causerie ce soir m'importait parce qu'elle avait une forme un petit peu particulière par rapport aux échanges antérieurs. Tout le monde dit merci, Projet dit merci, la Familia dit merci, c'est formidable. Alors je vous dis merci. Forcément, Julien Aubert, avez-vous quelque chose à ajouter? Ou est-ce Merci que ça beaucoup. va? Bon, vous avez passé une bonne soirée? Merci pour l'exercice. Ça va, ouais. Et c'était une très bonne soirée. Très bon. C'était vraiment hyper intéressant. Très Donc, bien. grand merci. Bon, Merci super. beaucoup. Merci à vous. Allez, on coupe. Je vous enverrai un petit mail, un petit message tout à l'heure en off, d'accord, quand j'aurai coupé le stream, c'est-à-dire Ça marche. dans 5 minutes. Tout le monde me dit mille merci, merci à vous deux, merci, bravo, c'était top, etc. Bon, je crois que nous avons satisfait la communauté, donc ça c'est cool. Et j'espère, Mamat, est-ce que tu peux remettre le lien du compte Instagram de Julien Aubert pour qu'on puisse évidemment le suivre avec l'intérêt qui est le nôtre pour à la fois cette personne que nous venons de rencontrer et son compte. Allez, merci beaucoup, Mamat. Merci beaucoup, Julien. Je coupe ici. Bonne soirée et à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Au revoir.